Bonjour et bienvenue dans le Jura. Jura Welcome est le podcast qui vous permet de partir à la découverte des pépites de notre beau département. Avec Jura Welcome, vous rencontrerez les personnages extraordinaires, les savoir-faire incroyables et les talents qui façonnent notre territoire. Si le Jura vous titille, plongez-vous avec nous dans ce nouvel épisode. Jura Welcome. Valoriser et faire connaître les savoir-faire jurassiques. Eh ben voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Salut Laurent. Alors, je suis vraiment ravi de t'accueillir chez nous aujourd'hui au Chalet Chauvin. J'en suis le dirigeant avec mon frère, mais c'est aujourd'hui ma toute première expérience de podcaster en herbe. Donc, je vais te demander, tout comme à nos auditeurs, d'être très indulgent et de me pardonner si je me mets à bredouiller. Alors, pour commencer, je vais tâcher d'être un peu original. Et je vais commencer par des remerciements. Tu sais, c'est dans les livres ou au ciné un truc que beaucoup zappent à la fin. Mais là, je suis vraiment obligé de commencer là-dessus. Donc, si tu me permets, j'aimerais remercier Olivier Morin, qui pour cette première est à la fois mon mentor, mon coach, un copain de plus en plus cher et notre ingénieur du son. Voilà, donc Olivier, c'est un garçon bourré de talent. Il fait tout très bien. Il est entre autres, et tout comme moi, un des 4 coprésidents de l'association Made in Jura. On en profite pour saluer Anselme Hoffman et Damien Zanetti, avec lesquels on forme un quatuor très sympa. Alors Laurent, comme tu le sais, ce podcast Jura Welcome, c'est un des outils de promotion de l'association. Et l'objectif qu'on se fixe, c'est de pouvoir accueillir et échanger avec toutes celles et ceux qui font le Jura. À leur échelle, et quel que soit le domaine dans lequel ils évoluent, on veut leur donner la parole et s'inspirer de leurs expériences, de leurs réussites, de leurs échecs, de leurs visions, mais aussi des conseils qu'ils pourront nous livrer et que chacun pourra s'approprier. Toi, Laurent, aujourd'hui, tu es le directeur du Tour du Jura Cyclisme. Cette course, avant d'être devenue un rendez-vous incontournable du calendrier UCI Pro, c'est devenu une véritable machine de promotion du Jura. Elle est devenue une course professionnelle qui accueille tous les cadors de la discipline, en allant de Thibaut Pinot à Ben O'Connor. Mais elle est née il y a longtemps, 17 ans. Et ça, c'est le tour de force de Jura Cyclisme. Le club organisateur est de la famille Morolin. En fait, les deux sont extrêmement liés. Je dirais même plus, il n'y a pas de frontière entre les deux, tant chez les Morolins, le vélo est une histoire de famille. Alors j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir tous les mettre en lumière. Mais tout d'abord, Laurent, je vais te demander de te présenter. Eh ben, écoute, tout d'abord, bonjour Laurent. Alors, tout comme toi, moi aussi, pour moi, ça sera une première d'être de l'autre côté du micro pour un podcast, même si on a eu l'habitude de travailler un peu avec la télé ou la radio. Le format podcast, on découvre. Donc un grand merci pour l'invitation de la part de l'association Made in Jura. C'est une fierté d'être présent et de mettre en lumière tout le travail de nos bénévoles. On aura l'occasion de le dérouler tout au long de cet entretien. Mais c'est vraiment top d'avoir pensé à nous pour la promotion. Alors c'est jamais simple de parler de soi, de nous, de l'association. Donc on va tâcher de mettre ça en avant, de vous faire un petit peu découvrir les coulisses et puis ce qui nous anime à travers ce temps d'entretien qu'on aura ensemble. Et c'est vrai que nous ça nous plaît de venir parler du Tour du Jura puis du vélo. Alors écoute, c'est parfait. Bon, il se trouve que il y a un lien très particulier entre le Tour du Jura et Made in Jura. On a une grosse part de notre ADN en commun. Le club a fêté il y a quelques jours, je crois, ses 25 ans. Le concept Made in Jura vient de célébrer ses 20 ans. Et le Tour existe depuis 2006. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on entend par cet ADN commun? Je crois qu'on a une personne qui n'aime pas trop qu'on parle d'elle, qui est souvent dans l'ombre, mais qui a œuvré pour la naissance de ce concept Made in Jura et je crois aussi, mais ça tu vas nous en parler, sur la naissance du Tour du Jura.
Si on part de la naissance du Tour du Jura, c'est difficile de parler du Tour du Jura sans parler de Jura Cyclisme, mais c'est difficile de parler de Jura Cyclisme sans parler de son président fondateur, qui est mon père, hein, Claude Montrolin. Alors c'est vrai que, et là on remonte encore plus en avant. On peut peut-être commencer par cette partie-là. Et Claude, c'est un passionné de sport, un passionné de vélo. Je me rappelle quand on était gamin, il nous emmenait bien entendu sur le Tour de France, même si nous on n'était pas cycliste, hein, puisqu'on a commencé un peu sur le tard. Et voilà, il nous a traîné sur le Tour de France, alors qu'il passait moins souvent que maintenant dans le Jura. Hein, je veux dire, pour voir le Tour de France, il fallait vraiment se lever tôt. Hein. Je te coupe, c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas le président du conseil départemental qu'on a aujourd'hui et sa passion pour le vélo. Maintenant, quand je parlais de cette personne qui nous a mis un petit peu sur l'ADN commun, je pensais à Joël Simon, qui effectivement étant un ancien cycliste, je crois qu'il a eu des relations fortes et il les a eues tout au long des développements du Tour du Jura. Bon, pour nous, Made in Jura, forcément, on a toujours une reconnaissance par rapport à tout le travail qu'il a pu faire et c'est clair que voilà, on ne serait pas là nous si il n'avait pas eu cette idée de génie et cette marque territoriale que l'on s'est appropriée nous en 2006 à la naissance de l'association. Mais il avait fait un énorme travail pour nous et je crois que voilà, il a aussi été pour vous quelqu'un qui a compté, quoi. Alors c'est sûr que Joël a énormément compté, hein, Joël Simon pour la création du Tour du Jura, et je dirais même plus que ça, parce que moi j'ai encore en souvenir quand j'étais coureur cycliste, hein, ça commence un petit peu à dater, et j'ai pas gagné beaucoup de courses, hein, en vélo, voilà, j'avais un petit niveau régional, mais néanmoins j'avais gagné le prix de Périgny dans le Jura, et j'ai eu la surprise un matin de recevoir un courrier d'une personnalité qui était Joël et qui m'avait fait un petit mot voilà, que j'ai gardé précieusement et qui me félicitait puisque Joël était passé par le même club que moi, le club de Champagnole, et il avait pris la peine de faire une petite bafouille manuscrite pour me féliciter et dire que voilà, c'était une première victoire dans une carrière, que c'était important, et ce petit mot je l'ai gardé. Et c'est vrai quand par la suite on s'est lancé dans les organisations et notamment le Tour du Revermont puis le Tour du Jura quand il était au conseil départemental et à la manœuvre de Made in Jura, et ben voilà, il nous a vraiment épaulé, nous a guidé, aiguillé. C'est un petit peu moi-même mon mentor, hein, sur cet aspect-là, parce que Joël on va dire à 100 idées à la minute, donc il faut suivre, mais ça nous a permis nous de peut-être d'explorer des choses qu'on n'aurait pas imaginées s'il n'avait pas été là. On était peut-être un petit peu plus timorés et on avait la volonté, et lui avait les idées, et je crois qu'ensemble ça a bien marché. Et si le Tour du Jura on est là aujourd'hui, je pense qu'il y est pour une bonne part. Ouais, c'est vrai que c'est tout Joël, quand tu parles de ce petit mot, c'est quelqu'un qui est très réservé mais c'est très touchant, et ça je crois qu'on l'a tous un petit peu, ceux qui le fréquentons, hein, c'est vraiment une personne très attachante. Alors par contre, bon, revenons-en, tu parlais de Claude, donc Claude, le fondateur du club, ton papa. Alors effectivement, pourquoi avoir fondé un club de vélo, d'où il vient et pourquoi il a fait ça, et surtout à partir de là, pourquoi il l'a emmené là où vous êtes aujourd'hui, quoi. Comme je te le disais, c'est vrai que Claude était un passionné de sport, de foot, de vélo, voilà, des sports traditionnels. Et plus jeune, il a pas eu la chance. Il n'y a pas de club de vélo, hein. En ce temps-là, il y en avait un à Lons, c'est dans les années 50. Et donc lui, comme les copains, il jouait au foot. Mais ce qui était marrant, c'était qu'il organisait déjà avec les copains des courses dans le village. Alors pas des courses officielles, hein, mais il mettait en place avec les copains, il tournait du côté de Salins, Arbois, Poligny, enfin Méné, et il s'organisait des petites courses pendant les vacances scolaires avec les Parisiens en vacances, et il s'organisait des classements, et tous les jours ils avaient ces compétitions, et ils s'amusaient avec leur mobilette à être à côté, à commenter comme le faisaient un peu Daniel Poitras sur le Tour de France ou Jean-Michel Lelio, et ils s'amusaient à ça. Et puis ça l'a gardé. Alors, après, par la suite, voilà, et on est trois en fait dans la famille, hein. Je suis l'aîné, j'ai une sœur Catherine et un frère Didier. Donc voilà, il s'est marié, il a laissé un peu tomber le vélo. On s'est mis au foot quand on était gamin, que ce soit Didier ou moi. Catherine faisait de la gym. Et après, vous avez mal tourné, quoi. Et après, voilà, on a dû se faire piquer par le virus avec un rayon de vélo. Et depuis, depuis mes 16 ans, on est tombé dans le vélo. Parce que un peu de sa faute aussi, hein, il nous emmenait voir les courses du coin, la ronde du Jura, etc.
Et puis moi je me suis mis au vélo et il s'est dit c'est quand même pas mal ce sport. Et dès la première année, il est tombé aussi lui sur une personnalité forte qui compte dans le vélo. C'est Jackie Mandrion qui était le président de Champagnole. Et puis Jackie, voilà, pour ceux qui le connaissent, c'est un gars qui va droit au but. Il bosse, il avait une société dans le bâtiment. Et puis c'est lui qui avait aussi ce sens de l'organisation et qui a bien repris maintenant Sandrine Jacques, qui lui a succédé à la tête de Champagnole. Et Jackie était, parmi les plus grands organisateurs des courses dans les années 80. Donc ça, c'était dans les années 80, 90, 93, quand on en a commencé le vélo. Et Jackie donc lui a dit écoute Claude, on a besoin de bénévoles. Et un jour au pied levé, alors que Claude venait de rentrer dans l'association, il a dit écoute moi j'ai besoin d'un speaker, Joe Vallet que certains connaissent, la voix du cyclisme jurassien et du sport en général. Pour saluer Joe qui était aussi sur la Transju. Et Joe était pas là pour souffrant et Claude l'a remplacé au pied levé. Donc il a commencé à commenter les courses. Après il a gardé des carrefours. Il s'est retrouvé commissaire, etc. Et puis de fil en aiguille, il est rentré comme bénévole dans le club de Champagnole pendant que Didier et moi étions coureurs. Et puis petit à petit, il s'est dit ce que ça serait bien, c'est d'organiser des courses. Donc il a monté une association dans le village de Méné, la CCM. On organisait avec le club de Champagnole, mais nous on trouvait les fonds au niveau local. On a commencé la première course, l'une des premières courses, c'était le prix de Méné qu'on a organisé chez les jeunes, etc. Puis après, on a grandi, on a fait des courses pour la Coupe de France cadet, etc. Et puis dans les années. Déjà tout de suite, vous avez touché un peu à voir plus grand, quoi. Je crois que ça, c'est ce qui définit un peu. C'est ça. C'est vraiment son idée, c'est de se dire on se lance dans quelque chose, mais tout de suite dans la volonté de s'améliorer d'année en année et de faire plus. On voyait ce qui marchait ailleurs. On essayait d'aller voir ailleurs. Il n'y avait pas Internet, tout ça comme maintenant, mais néanmoins. On voyait que sur certaines courses, il y avait des choses qui étaient mises en place qui n'étaient peut-être pas forcément le cas dans le Jura. Donc on s'est dit il faut l'importer dans le Jura et on a cherché tout de suite à faire mieux. Voilà. Donc et de là, alors comment est arrivé le Tour du Jura? Enfin, j'imagine qu'il y a eu des étapes, mais à un moment donné, d'où vient cette idée de voir là carrément plus grand? Parce que quand tu parles de Méné, une petite bourgade périphérique d'Arbois, mais passer de Méné au Jura, on change tout de suite d'échelle, quoi. Ah oui, c'est sûr. De passer de Méné au Jura, il a déjà fallu créer un club, donc. On a créé le club, comme tu l'as dit, on a fêté les 25 ans cette année. Donc, au bout de une petite décennie, il n'y avait pas de club sur le secteur d'Arbois-Poligny-Salins. Claude s'est dit, c'est peut-être l'occasion. On a des jeunes, ça marche plutôt pas trop mal. Et puis, on voulait aussi s'émanciper du club de Champagnole et avoir nos propres organisations parce que, on avait aussi notre propre vision du vélo. Et donc, on a créé le club en 98. Première organisation, championnat régional de cyclocross à Méné, avec Francis Mouret qui l'emporte. Ceux qui connaissent le vélo sachent 10 fois champion de France de cyclocross. C'était au tout début de sa carrière. Et c'est vrai que ça a lancé le club sur des très bonnes bases. Et on a commencé à faire des courses et puis on a créé le Tour du Revermont. Tour du Revermont parce que Arbois, Poligny, Salins, le Revermont. Évident, ouais. On a fait ça pendant 3 ans. Et puis en 2005, justement, Joël Simon, qui gardait un œil sur ce qu'on faisait quand même, parce qu'il suivait un peu ces évolutions de club. Il avait vu que cette course par étapes, c'est la première dans le Jura. Elle commençait à apprendre, les gens en parlaient, on faisait venir des équipes. Maintenant, quand on parle de ça, maintenant, on se dit c'est rien du tout, mais d'Alsace-Lorraine, de Rhône-Alpes, etc. Ouais, c'était déjà sorti. Maintenant, on a des équipes du Brésil qui viennent, d'Astana, etc. Donc, ça, tu vas nous en parler, mais ouais. Donc c'est vrai que le décalage était important, mais pour nous, c'était bien de faire venir des gens qui étaient hors de la Franche-Comté sur nos terres et de faire découvrir là aussi toujours cette volonté de faire découvrir le Jura. Ça, c'est ce qui nous a aussi était un petit peu notre ADN, quoi. Voilà, faire découvrir notre territoire. Nous, on sait que c'est un super terrain de jeu et on voulait vraiment le présenter aux gens, quoi. Voilà. Et on rencontre Joël qui nous fait rencontrer le président Bailly à l'époque. Qui était président, et Joël lui dit ces gens-là, il n'y a pas de Tour du Jura cycliste, et le Tour du Revermont, il faudrait qu'on le transforme en Tour du Jura. Voilà. Et ça, c'était fin 2005, et c'était le début de l'aventure en 2006. Ok, oui, Gérard Bailly qui est aussi celui qui avait commandé le concept Made in Jura à Joël. Donc voilà, on retombe un petit peu sur nos pieds. Donc effectivement, un démarrage du Tour du Jura. Donc effectivement. Au départ, c'est un niveau amateur, mais je crois que dès le début,
Parce que, bon, pour ceux qui connaissent le vélo, ils vont connaître tout de suite les différentes grades. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas le vélo, c'est un peu comme dans le football. Il y a différentes divisions. Et effectivement, explique-nous peut-être un petit peu quelle est cette gradation, parce qu'aujourd'hui, on parle d'une course cycliste professionnelle. Mais avant ça, je crois que vous avez grimpé toutes les étapes. C'est exactement ça, Laurent. On a gravi les échelons. On a toujours raisonné, dès qu'on a commencé dès le Tour du Revermont, sur des cycles de 3 ans. On se donnait une année pour voir, la deuxième année pour confirmer, et puis la troisième pour avoir le niveau supérieur. On a toujours fonctionné comme ça dès le début. C'est vraiment ce qui nous a un petit peu guidé dans notre réflexion. Donc 2006, première édition du Tour du Jura. Premier succès, les gens un peu intéressés, tiens, qu'est-ce que c'est que le Tour du Jura? Et tout de suite, beaucoup de monde, dès le début, au bord de la route. Les Jurassiens répondent présents. Tour du Jura, ça fait tilt dans l'esprit des gens. Dès le départ, tu es sur une course à étapes? Dès le départ, on est sur une course par étapes de 2 jours. Samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi, 3 étapes. On essayait d'être dans les 3 villes, Arbois, Poligny, Salins. On arrivait à Arbois le samedi de mémoire. Le dimanche matin, on était à Poligny en 2006 et l'arrivée finale à Salins. D'accord. Voilà. Donc dès le départ, vous faites tapis en matière d'organisation, quoi, parce que c'est quand même un gros morceau. Voilà, ce que je vous dis, c'est plus sur le Tour du Revermont, puisque le Tour du Jura, le départ était à Lons-le-Saunier. D'accord. Voilà, en 2006, c'est parrainé par Bernard Thévenet. D'accord. Arrivé à Clairvaux, ça c'était le Tour du Jura. Donc sur la première édition, après on avait un contre-la-montre de mémoire. Enfin voilà, 3 ans. Donc on est au niveau course régionale par étape, mais de niveau régional. Donc ça s'ouvrait aux régionaux. Français du secteur amateur, bien entendu. On passe ces 3 saisons-là et tout de suite dans le petit monde du vélo, tout le monde nous dit votre course elle est pas mal, vous devriez l'inscrire au niveau élite. Donc on fait les démarches. Donc 2009, on passe au niveau élite. Et là aussi, pendant 3 saisons, 2009, 2012, on reste au niveau élite, qui nous permet d'accueillir des équipes de division nationale. Et puis ces cycles de 3 ans se perpétuent jusque en 2017. 2019, moi j'ai un souvenir très ému et très émouvant de cette montée de la Poya qui a été pour moi un truc fantastique. Alors bon, voilà, je peux pas ne pas citer Alexis Viermo quand on parle de la Poya, dans la mesure où Alex est un copain et ce jour-là il a gagné et j'ai eu la chance d'être dans la voiture de Claude lors de la montée et de voir ces images comme on voit comme au Tour de France, de voir les gens s'écarter juste au passage de la voiture. C'était assez sidérant de voir Alex monter à la plaque la Poya, là où certains avaient posé le pied, lui de monter ça. Bon, effectivement, c'était son terrain de jeu et c'est pour moi, voilà, les premiers souvenirs que j'ai du Tour du Jura, mais ça reste une image très très forte, quoi. Alors effectivement, la Poya, ça reste un des grands moments du Tour du Jura. On l'a monté à 2 occasions. Alors la première fois, il me semble, c'était en 2017. 2017 où on teste la Poya on partait du conseil départemental et on arrivait aux Rousses, à Bois d'Amont. Plus exactement. Ouais. Et ce jour-là, dans l'échappée, puisque on a retrouvé les images récemment, il y avait un certain Thibaut Pinot. Ouais. Thibaut Pinot, jeune junior de Besançon. 2017, c'est 2007 plutôt. 2017. 2007, oui. Oui, 2007, voilà, 2017, c'est ça. 2017, Thibaut Pinot était déjà à son apogée. C'est en 2007, exact, Laurent. Donc, 2e édition du Tour du Jura. Et Thibaut était dans l'échappée, jeune junior. Et c'est vrai que cette première montée de la Poya avait tout de suite un monde fou. Enfin, rien que de revoir les images, on en avait encore les frissons, les poils. Et voilà, ça fait partie des grands moments du Tour du Jura, quoi. Il y en a eu quelques-uns. Tu parles de la Poya, tu parles de Thibaut. Enfin, comment aujourd'hui ne pas dire que le Tour a été un révélateur de champions? Je crois que si tu devais faire la liste, et encore une fois, pour les amoureux du vélo, je crois que la liste est très très longue, hein. On vient de parler d'Alex, on vient de parler de Thibaut, mais je crois que il y en a beaucoup d'autres, des Français, et pas que. Alors, je sais pas, dis-nous, bon, t'as parlé de Francis Mouret tout à l'heure, mais... Oui, c'est ce qui caractérise, enfin, là aussi, dès le début, je crois que le Tour du Jura a trouvé son public à la fois pour les spectateurs, mais aussi pour les coureurs, parce que dès le début, le Tour du Jura, c'était un révélateur de talent. Pourquoi? Parce que, comme je le dis souvent, et j'espère qu'on maintiendra pas rigueur, mais le Tour du Jura, c'est pas la Beauce, quoi. À un moment, si tu gagnes le Tour du Jura ou si tu t'illustres sur le Tour du Jura, c'est que t'es un coureur cycliste, c'est que t'es un coureur cycliste avec du potentiel. Parce que le Tour du Jura, c'est dur.
C'est dur, ça monte, ça souffle, c'est un parcours qui est difficile. Quand on échange avec Christian Prudhomme qui vient maintenant régulièrement dans le Jura, il nous dit ici vous avez à la fois des super paysages, mais aussi un terrain de jeu qui est difficile pour les coureurs. Ça monte, ça descend, il y a du pourcentage. Donc si on s'illustre sur le Tour du Jura, c'est qu'à un moment, voilà, on a des capacités pour faire carrière. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, ils sont nombreux à être passés à s'être illustrés sur le Tour du Jura, puis à avoir une superbe carrière derrière. On a Fabien Doubet, qui est maintenant, qui l'a gagné en tant qu'amateur, c'était l'étape de Moirans, sous la neige, on en parlera. Ouais. Guillaume Martin, vainqueur, d'une étape, et puis de 2 étapes, et puis, là aussi, sur le podium final du Tour du Jura. On avait des coureurs belges. Là, on a eu Kevin Vauquelin, le dernier en date. Là aussi, il est premier à une belle carrière. Donc, oui, le Tour du Jura est un révélateur de talent depuis le début, et c'est ce qui fait aussi sa richesse, quoi. Ouais, c'est vrai que pour ceux qui suivent le vélo, il y a quand même énormément de vainqueurs du Tour du Jura amateurs qui l'année suivante embrayaient dans les rangs des pros, quoi. Donc c'est vrai que quand tu dis c'est un révélateur de talent, je pense que ça a été le coup de pouce pour un certain nombre pour trouver l'équipe dans laquelle ils sont ensuite poursuivi une carrière professionnelle. C'est sûr que ça peut faire pencher la balance du bon côté, parce que là aussi, quand on a à son palmarès le Tour du Jura, ça parle dans l'esprit des directeurs sportifs, qu'ils soient professionnels ou amateurs de division nationale. Ah oui, t'as mis le Tour du Jura à ton palmarès, c'est donc voilà, tu dois avoir quand même quelques qualités. Voilà. Alors effectivement, tu vois, Jura Welcome, on est quand même un petit peu à représenter l'économie du Jura. Effectivement, on est entre passionnés de sport, mais néanmoins dans la famille Morolin, il y a quand même un côté très entrepreneurial, parce que quand tu le dis, c'est une super leçon de dire on se donne toujours 3 ans. 1 an pour voir, 1 an pour rôder. Voilà. Je trouve que ça c'est hyper inspirant. Comment on fabrique un Tour du Jura? Parce que c'est quand même une sacrée machine. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se prépare, de combien de temps ça prend, de combien ça coûte, de comment vous répartissez les rôles? Parce que là, c'est une machine de guerre. Enfin, je veux dire, c'est une véritable entreprise. Et je t'emmènerai là plus tard, mais c'est une entreprise qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles, quoi. Donc, donne-nous un petit peu l'envers du décor de ce qu'est le Tour du Jura pour quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Alors, si on prend le Tour du Jura où il est maintenant, c'est plus d'1 an de travail pour chaque édition. C'est-à-dire que le Tour du Jura là qui se prépare pour 2024, nous on travaille dessus depuis le mois d'avril 2023. Dis-moi, il y a des permanents dans le club ou Non, les permanents c'est nous. Les permanents c'est vous. Donc voilà, les permanents. Alors bien entendu, on s'entoure de professionnels, de prestataires, mais on a eu des salariés sur certaines années qui étaient à la fois sur le club, parce que comme tu l'as dit, et je crois que c'est bon de le répéter, le Tour du Jura, il dépend d'une association et d'un club, c'est Jura Cyclisme que l'on a fondé. Et Jura Cyclisme, c'est une association avec tout ce que ça implique. Il faut faire vivre une école de vélo derrière. Il faut faire vivre des coureurs. On a plus de 100 licenciés, des bénévoles. Donc le Tour du Jura s'inscrit dans cet environnement, dans cet écosystème sportif, mais il a sa propre vie, et encore plus maintenant avec sa petite sœur, la classique Grand Besançon Doux que l'on a créé. Donc on pourra y revenir aussi. On va en parler parce que c'est une diversification produit assez fantastique. Et oui, voilà, si on raisonne un peu façon entreprise, là aussi, le Tour du Jura il a évolué, puisqu'on est passé d'une course par étape amateur à maintenant une course professionnelle d'1 jour, couplée à une autre course professionnelle sur Besançon pour élargir, on va dire, notre zone de chalandise, si on prend le jargon entrepreneurial. Et le Tour du Jura est la classique, puisqu'il faut pas les dissocier, c'est plus d'1 an de travail en amont. C'est-à-dire que dès la fin de l'édition, on planche déjà à la fois sur le bilan, puisqu'on tire toujours un bilan avec notre équipe, puisqu'on a un comité directeur, sur un comité d'organisation d'une 20aine de membres. Donc on fait le bilan avec l'ensemble des responsables de commission, et on se projette à la fois sur les parcours, sur on va dire la notion de lien avec nos partenaires qui sont vraiment importants. Et d'ailleurs, j'en profite d'avoir la parole pour remercier les établissements Chauvin et Construction Bois, puisque vous êtes partie aussi des fidèles. Vous êtes là depuis le début
début quasiment à nos côtés. Et c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir des partenaires. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc c'est vrai que c'est 1 an de travail avec des réunions régulières de ce comité d'organisation. Et puis après, on travaille en petits groupes et on rencontre justement à ce comité d'organisation tous les 2-3 mois environ. On se réunit régulièrement. Chacun avance de son côté. Alors, maintenant, c'est rodé, mais néanmoins, comme on cherche toujours à innover, il faut toujours qu'on soit vigilant sur ça, quoi. Ouais. Et donc, comment vous faites un tracé? Comment vous allez chercher des villes départ, des villes arrivées? Bon, j'imagine que vous n'avez peut-être pas encore tout à fait la même. On vous courtise peut-être un petit peu moins, Christian Prudhomme, encore que j'ai un peu le sentiment que le niveau montant, j'imagine que aujourd'hui il y a des collectivités qui se positionnent parce qu'elles ont compris ce que vous représentiez. Je parlais tout à l'heure de cette machine de guerre. Je pense qu'effectivement vous faites partie des 2-3 événements jurassiens sportifs. On pense à la Transju, mais derrière on va passer peut-être au jumping de Lons et puis Tour du Jura, parce que voilà, qui d'autre peut embarquer autant d'étrangers, autant de couverture médiatique? On pourra parler aussi d'un mode de couverture médiatique qui devient assez exceptionnel d'année en année, même quand il neige au Poupet au mois de mai, quoi. Ah, c'est vrai que le Tour du Jura, c'est devenu une machine assez impressionnante. Alors, le budget, alors peut-être que pour certains ça les fera sourire, puisqu'on a un budget de plus de 200 000 euros. Alors c'est à la fois peu et énorme, hein, puisque comme l'a dit, sur une association, gérer un budget de 200 000 euros sur une course d'un jour, clairement, quelle est l'entreprise qui joue un chiffre d'affaires de 200 000 euros dans le Jura? On va en trouver quelques-unes, mais elles sont pas nombreuses. Oui, voilà. Donc nous, on mesure un petit peu de toute notre importance, sans restant tout à fait aussi à notre place et assez modeste. Donc ça, c'est x2, puisque la classique Grand Besançon, d'où qu'on organise aussi, c'est le même montage financier. Ouais, donc on est sur 2 fois 200 000 euros de budget, 210 000 euros à peu près. Et sur cet aspect-là, c'est vrai que ça demande un temps d'investissement important, puisque comme tu l'as dit, on est tous bénévoles. Et derrière, pourtant, il y a un impact fort, puisqu'on a une couverture médiatique importante. Et depuis maintenant 3 ans qu'on travaille à la diffusion des 2 épreuves. Alors, tout d'abord sur Sport en France et depuis 2 ans maintenant sur la chaîne L'Équipe. Là, on a un retentissement qui est vraiment fort, quoi, puisque l'année dernière, le Tour du Jura, on a approché le 1 million de téléspectateurs. C'est-à-dire que, sans fausse modestie, ça fait de nous l'événement de Bourgogne-Franche-Comté le plus diffusé, le plus vu à l'extérieur. Donc là aussi, ça pose une organisation. Ouais, c'est clair. Alors dis-moi, bon, tu m'as parlé d'une vingtaine de personnes qui prennent ça en charge. La classique Grand Besançon, c'est juste parce que vous aviez des week-ends où vous vous ennuyez, ou qu'est-ce qui vous a fait vous embarquer? Parce que clairement, le Tour du Jura doit quand même être une sacrée machine et ça doit vous prendre déjà pas mal de temps. Mais là, vous avez décidé de passer vos nuits puisque les jours étaient occupés. Dis-moi en plus un peu plus. Alors ouais, c'est vrai que là-dessus sur la création, pourquoi? C'est vrai que c'était une question qui est revenue quand on a mis ça en place, et il fallait. C'est un peu l'exemple du trapéziste. Hein. À un moment, il a fallu lâcher le trapèze pour attraper l'autre trapèze. Hein, quand on a fait ce saut, notamment dans le monde professionnel. Comme tu l'as dit, le Tour du Jura on raisonnait sur une course par étape. L'idée, c'était d'aller d'une ville du Jura à une autre ville, etc. Principe des courses par étape. Mais néanmoins, si on voulait passer le cap professionnel, et nous, c'était vraiment un objectif d'amener le cyclisme professionnel dans le département, parce que on avait cette volonté-là et on savait que pour développer le Tour du Jura, il fallait en passer par là. Il a fallu qu'on change de modèle économique. Et ça, c'est important parce que le modèle que l'on avait pour une course amateur ou semi-professionnelle sur la fin n'était pas viable si on passait sur le monde professionnel. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans le département du Jura, on n'avait encore pas assez de réseaux pour trouver les financements nécessaires, y compris auprès des collectivités, pour pouvoir le développer. Donc on avait fait le choix de passer sur une journée, mais pour être attractif auprès des équipes qui viennent de loin, puisqu'elles viennent à l'international, hein, on a des équipes étrangères, etc. Donc il fallait qu'on raisonne en jour de course sur place. Et pour un seul jour de course, les équipes professionnelles ne se déplacent pas, les World Tour ne se déplacent pas. Donc pour cela, il a fallu travailler sur un autre montage financier et créer une autre épreuve
Didier, donc qui habite Marchaux, on avait déjà fait des courses cyclistes sur Besançon, sur le secteur du Grand Besançon, et tout naturellement, on a fait évoluer une course que le club organisait dans le Doubs, hein, le prix de Marchaux, vers la classique Grand Besançon Doubs. Ça nous a permis de diversifier nos financements, puisque là-dessus, il y avait pas de course professionnelle sur le Grand Besançon. Il y a le Tour du Doubs avec qui on travaille depuis 2 ans, mais qui était plutôt basé sur le Haut-Doubs. Haut-Doubs, ouais, tout à fait. Sur Besançon, pas de course professionnelle. On a démarché les élus du Grand Besançon qui nous ont dit banco, ça nous intéresse. On veut aussi inscrire Besançon dans sport de nature, etc. Ils ont quelque chose autour de Besançon grandeur nature. Donc voilà, ça a bien répondu à leurs attentes. Donc création de ces 2 épreuves pro en même temps. Mais comme je te dis, à un moment, il a fallu lâcher pas l'ombre pour la proie, mais il a fallu lâcher le trapèze et pour retrouver l'autre trapèze chez les professionnels. Il y a toujours eu un petit, parce qu'on mettait un peu en péril le club si on se loupait, parce que derrière, je te le disais, il y a une école de vélo, il y a des jeunes. Alors justement, comment vous arrivez tous les uns les autres à concilier les différents engagements que vous avez, parce que vous avez tous des métiers, hein, et cet engagement associatif, c'est quoi cette foi qui vous anime pour prendre autant de risques et de responsabilités dans l'organisation d'un tel événement? Enfin, contrairement au Tour de France, le Tour, ces courses, elles sont sur route ouverte où il faut avoir la capacité de faire évoluer 120 à 130 coureurs. Les véhicules accompagnants, les voitures, les motos, les voitures de l'organisation, de la sécurité, le tout en toute sécurité. C'est un travail titanesque. Déjà, on évite de se poser la question, parce que si on se pose la question, on arrête et puis on va faire autre chose. Alors, comme tu l'as dit, on a tous des vies de famille, mais voilà, on est mariés, moi j'ai 2 enfants, 2 garçons qui sont grands, on en y reviendra tout à l'heure, mais qui sont aussi maintenant dans l'organisation. Ma femme Cécilia aussi, et puis voilà. C'est de la passion, quoi. On est à la fois passionné par le vélo, hein, au départ, même de sport en général, passionné par le vélo, passionné par le Jura et par notre territoire. Franchement, je pense que ça, c'est aussi un point, les gens ne le mesurent pas, mais quand on en discute avec tous les gens qu'on a autour de nous, tous les bénévoles qu'on est dans la sauce, hein, au-delà des 20 du comité d'organisation, on a tous envie quand même de montrer une belle image on est fiers de notre territoire, quoi. Et ça, c'est vrai que ça anime aussi les gens dans ce cadre-là, cette volonté de bien accueillir les équipes, de bien accueillir les arbitres, tous les gens qui gravitent autour de nos épreuves. On a vraiment cette volonté de montrer une belle image de nos territoires, quoi. Je crois que vous pouvez être fiers parce qu'effectivement des retours qu'on en a quand on est sur le Tour et qu'on discute un petit peu à la fois avec les coureurs, avec les accompagnants, ils saluent toujours l'accueil et le professionnalisme. Hein, je pense qu'effectivement, vous avez une anecdote de Thomas Veuclair là qui était présent sur le dernier Tour du Jura puisqu'il travaille pour la chaîne L'équipe. Ouais. Donc il est à la fois l'entraîneur national, hein, c'est le Didier Deschamps du cyclisme, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Thomas Veuclair, on le présente plus, hein. Porteur du maillot jaune, vainqueur d'étape sur le Tour de France, etc. Et Thomas, donc on échangeait lors du repas, parce que là aussi on essaye de leur montrer un petit peu la gastronomie jurassienne, hein. Il y a de bonnes tables dans le coin. Et il me disait à chaque fois, lui qui vient dans le coin, il connaissait pas vraiment en détail. Il me dit, moi j'étais ébahi par la qualité des parcours, quoi, par les profils qu'on a, par les paysages qu'on peut avoir dans le Jura. Et il dit, mais c'est fou parce qu'on passe à côté, on vient pas forcément dans le Jura en tant que cycliste. Il était jamais venu comme compétiteur. Là aussi, il n'y avait pas de course pro quand il était coureur. Et il dit, moi, c'est une vraie découverte, quoi. Et il dit, moi, en tant qu'entraîneur de l'équipe de France, un sélectionneur, il dit, je regarde d'un œil assez professionnel le parcours de vos épreuves parce que ça peut aussi permettre à des nouveaux coureurs de s'exprimer et pourquoi pas de s'illustrer, quoi. Oui, bien sûr. Alors, par contre, dis-moi, tu parlais tout à l'heure de ce budget de 200 000 €. Tu peux nous dire un petit peu la proportion qu'il y a entre des collectivités, des sponsors, des partenaires privés? Alors sur la proportion, on a tout d'abord notre partenaire principal, c'est le conseil départemental du Jura. C'est bien de le mettre en lumière. On le dit, hein, parce que de toute façon, c'est tout en toute transparence. Voilà, on le dit et c'est affiché dans nos différents comptes et puis partout, hein. Donc le conseil départemental du Jura qui prend une partie du financement, et là aussi grâce au président Pernaut qui est vraiment convaincu, au-delà d'être un fan de vélo, tout le monde le sait, il est aussi convaincu par l'intérêt à la fois économique
touristique de l'épreuve, quoi. Il le sait, c'est le soutien, il est pas juste parce que c'est une bande de rigolos qui fait une course et on dit tiens, on va les aider. Derrière, il y a un vrai impact qui soit touristique, financier pour le territoire. On fait vivre pendant les 2-3 jours où les gens viennent plus de 350 à 400 personnes, donc qui vont dans les hôtels, qui vivent ici, qui sont sur le territoire. Et puis comme on l'a dit avec la télé, on a un vrai impact au-delà du Jura. Donc ça, c'est le département du Jura qui nous aide. Après, on fait appel aux collectivités hôtes. Là aussi, comme le Tour de France, on a pris le même modèle que le Tour de France, à savoir qu'on a un ticket d'entrée pour les collectivités qui souhaitent avoir le départ ou l'arrivée du Tour du Jura. Donc là, ça représente là aussi à peu près un quart du budget. Et puis le reste est plutôt consacré avec les partenaires privés qui nous soutiennent. Donc là, on a à la fois des artisans, des grosses sociétés jurassiennes qui sont à nos côtés, comme dernièrement avec Juraflore qui nous a rejoint, ou Colruyt, pour les nommer, qui sont à nos côtés et qui soutiennent nos épreuves dans ce qu'elles peuvent apporter au territoire jurassien. Ouais, moi je rebondis sur le conseil départemental. Je crois que ça, c'est tout l'intérêt du label et du concept Made in Jura, c'est de l'avoir intimement lié entre l'économie, entre le sport, entre les jeunes. Et je crois que ça, on en voit aujourd'hui les fruits quand on voit les épreuves sportives, qu'elles soient le Tour, qu'elles soient les épreuves de biathlon, qu'elles soient la récente Coupe du Monde de rugby. On voit des drapeaux Made in Jura. Ça, quelque part, c'est la fierté de notre territoire, mais c'est aussi la fierté de nos entreprises quelque part. Et c'est franchement ça, je crois que c'est l'intérêt du Jura, la fierté de notre territoire et l'envie de la faire partager. Donc là aussi, quand les gens viennent de Paris ou d'ailleurs, quand on discute avec les gens de la chaîne L'équipe, ils sont aussi surpris, étonnés de cette ferveur des Jurassiens. Ils couvrent quasiment toutes les épreuves du même niveau que nous. Ils nous disent ça, on n'a pas ailleurs, quoi. Et c'est un vrai message. C'est pas juste de la flagornerie. Non, c'est vrai. Faut le reconnaître. C'est une vraie info. Ils nous disent, nous, on n'a pas cet engouement au bord des routes, là. Peut-être un peu les Bretons, mais oui, voilà, c'est un peu ce qu'ils retrouvent sur l'Ouest, quoi. Mais là, c'est vraiment un vrai engouement et puis une ferveur, puis cette fierté du département, parce qu'il fallait être courageux pour les coureurs d'être sur le dernier Tour du Jura, mais il fallait être aussi courageux quand on était spectateur au bord de la route pour voir passer les coureurs. Il fallait vouloir prendre quelques trempes d'eau sur le coin de la figure. Alors dis-moi, on a parlé du Tour du Jura dans son mode amateur et on a dit que vous aviez gravi un petit peu toutes les étapes, toutes les marches pour arriver au monde pro. Bon, vous êtes rentré au monde pro, mais dans le monde pro, il y a aussi des marches, et il semble que vous ayez déjà commencé. Alors, est-ce que le triptyque 1, 2, 3, première année regarde, deuxième année, le Graal, c'est le World Tour. Alors là, vous aurez peut-être un petit peu du mal, mais entre là où vous êtes et le World Tour, les Morlins, ils vont s'arrêter où, quand, qu'est-ce qu'ils ont dans leur besace? Écoute, alors, bien entendu, c'est pas à toi que tu connais bien à la fois le milieu de la compétition et le milieu de l'entreprise, mais plus on arrive vers le haut niveau, plus il est difficile plus c'est cher, alors plus c'est cher et plus il est difficile de gravir les marches. Et là, c'est vrai qu'il reste, si on prend la classification de l'UCI, il reste 2 niveaux avant on peut encore accéder, sachant que le niveau World Tour est quasiment un circuit fermé. Donc on est là sur les grandes épreuves type Paris-Roubaix. Et si on prend les épreuves d'un jour, le Tour des Flandres, où là c'est un petit peu la chasse gardée d'ASO et des grands organisateurs étrangers. Donc là-dessus, ça sera difficile. Il y a le niveau Pro Série qui est le niveau juste au-dessus d'une autre. Ça demande une implication encore plus importante. Et là aussi, peut-être, pourquoi pas, professionnaliser les épreuves. Je pense que ça sera la suite logique. Alors peut-être que là, on prendra peut-être un peu plus que le délai de 3 ans pour y arriver. Mais on a toujours ça dans un coin de notre tête. Et ce qui nous permet aussi de trouver cette source de motivation. Quand on échange, que ce soit avec le collège des arbitres de l'UCI, les directeurs sportifs des World Tour, on n'a rien à envier, on va dire, en termes d'organisation, d'accueil des équipes, de structure, de logistique. On fait un gros boulot sur la logistique. Le fait d'être diffusé nous place dans les épreuves de catégorie Pro Series. Après, c'est pas tout à fait le même budget. Il faut aussi se trouver une place dans le calendrier. Les places sont chères parce qu'on est au calendrier européen. Et là, on est content d'avoir un week-end, mais voilà, c'est pas facile. Donc voilà.
Bon, il y a une chose, c'est que dans le monde de l'entreprise, la difficulté du jour, c'est les relations humaines. Enfin, c'est de trouver les personnes, les bonnes personnes. Chez vous, vous avez au moins l'avantage d'avoir un vivier entre vos différents enfants, cousins. Ouais, il y a quand même du monde. Alors, ouais, tu l'as dit un peu en avant-propos. C'est une entreprise familiale. C'est une association familiale. Des fois, ça peut nous être reproché, mais néanmoins, moi, je pense que c'est un modèle qui marche bien. Alors, si on fait une petite présentation quand même, parce que c'est important peut-être de les citer. Alors, on va y passer un peu du temps, parce ouais, que... on va y passer un peu du temps parce qu'il y a du monde. Alors, c'est vrai que on a Claude, le président du club, avec ma maman Michel, donc d'ailleurs qui a été honorée de la médaille jeunesse et sport la semaine dernière. Donc ça montre aussi son implication bénévole. Elle est sur tous les fronts avec tous les gamins de l'école de vélo et puis aussi pendant les épreuves. Michel, elle garde jalousement le secret de sa recette des crêpes et des gaufres, mais voilà, c'est ça. Clairement, du matin au soir, et c'est assez fou cet engagement des gens de l'ombre. Elle était encore là au cyclocross qu'on a organisé dans les établissements chez vous dernièrement, où elle était là depuis le matin jusqu'au soir à tenir la buvette soir, avec du samedi au lundi. Ouais, quoi. du samedi au lundi, voilà, oui, parce que le matin, une journée c'est pas assez, il faut rester le week-end. Non, c'est ça. Donc non, c'est vrai qu'elle est présente avec toute son équipe sur la buvette et c'est très très important. Alors si on fait un peu le tour familial, donc moi je suis présent avec mon épouse Cécilia, qui elle n'était pas du tout du vélo, mais par la force des choses, y est venue, apporte aussi ses qualités, ses compétences, Elle est dans le monde arbitral, je crois, non? Elle est plutôt dans l'organisation, la logistique, aussi, tout ce qui est permanence, l'accueil des équipes. Elle amène sa rigueur sur ce point-là, parce qu'on en a besoin aussi. Donc là aussi, c'est important parce que vu les heures qu'on y passe, on est obligé que ça soit en famille, parce que sinon c'était un divorce assuré. Donc elle a accepté de rentrer dans l'organisation. Après, on a Catherine, ma sœur, qui elle n'a jamais été pratiquant, qui n'aimait pas le vélo plus jeune. Et puis qui s'est plus retrouvée après dans l'organisation. Elle était aussi arbitre. Elle a passé ses diplômes d'arbitre dans ses jeunes années. Donc elle a trouvé aussi cet intérêt parce que l'organisation c'est pas que le sportif. Elle s'y retrouve. Elle fait l'accueil de tous nos partenaires. Elle gère tous nos partenaires, que ce soit à l'accueil ou en amont, plus tous les hébergements. Donc c'est un gros travail. Elle aussi, elle a rencontré quelqu'un, Franck, il y a quelques années où il avait encore quelques cheveux, et Franck lui il en a plus beaucoup, mais il a peut-être des raisons. Et Franck c'est un passionné d'organisation, quoi. Il est vraiment dans la logistique, même quand il était plus jeune, du côté d'Orgelet, il faisait ça, ils accueillaient avec lui, c'est avec l'homme son de papa. la nuit, quoi. C'est le Géo trouve tout de chez nous, quoi. Il est capable de te résoudre des problèmes que toi tu pensais même pas qu'on y arrivait, et puis en 2 coups de cuillère à peau faire monter des camions aux poupées. Voilà, ça, par exemple, météo infernale, impossible à garer des camions. Et faire monter des caméras de télévision et faire monter cette course, les élus, les spectateurs. Et personne n'y a vu que du feu, et quand on arrive, tout est monté. On ne sait pas comment il a réussi ce tour de passe-passe. Il a réussi quand même à installer toute la logistique du Tour du Jura du côté du Villeneuve-sous-Pimont, dans un village de 70 habitants. Où on a mis 400 personnes toute une journée. Pour ceux qui connaissent la banlieue de Lons, il fallait faire rentrer tout le monde au chausse-pied dans le truc. Donc c'est vrai que Franck, c'est vraiment le patron des sites départ-arrivée, de toute la logistique, et il connaît très très bien son affaire. Et d'ailleurs, il y a des gens qui prennent conseil auprès de lui pour développer cet aspect-là. Donc c'est vraiment un super boulot qu'il fait, qui maîtrise de A à Z, même si des fois, là aussi il y a des frictions. On n'est pas toujours d'accord avec ses choix ou avec les nôtres, sur sa façon de faire. Mais l'essentiel, c'est qu'on arrive à faire, à mettre le niveau plus haut grâce à ça, grâce à ces discussions, on élève notre capacité et notre niveau. Si on poursuit avec mon petit frère, Didier, donc qui est le plus jeune de la bande, donc lui était encore coureur cycliste, qui lui a fait le Tour du Jura comme cycliste. Je crois que c'est le seul de la bande à l'avoir fait comme compétiteur, et qui ait fait la direction des courses avec moi. Donc qui est autant investi sur Besançon, mais on se répartit les rôles, puisque là aussi il a fallu se répartir les tâches. Et lui il a cet aspect-là où il voit aussi la globalité des épreuves, avec cette vision globale et synthétique des choses, et peut-être un côté un peu plus pragmatique que moi. Donc, il nous permet là aussi d'avancer et de travailler. Enfin, chacun vient avec ses qualités. Là aussi, son épouse Marie, qui, il l'a rencontré sur une course de vélo.
vélo, hein, ça ne s'invente pas. Hein. C'était la fille de Madame le maire de Marchaux et Alors Marie, c'est elle qui est venue lui remettre la gerbe sur le podium quand il était jeune et c'était le coup de foudre, ma foi. Marie, moi j'ai une anecdote. Un jour sur un Tour du Jura, on discutait, je la connaissais encore assez peu. Je savais que c'était la femme de Didier et elle me parle de la famille Morandin. Elle me dit, tu sais, dans la famille, je crois que je suis la moins vélo. Et tu sais, chez les Morandin, la veillée de Noël, si entre la poire et le fromage, comme ça incidemment, t'amènes un sujet autre que le vélo, t'as d'un seul coup, un grand silence et toute la tablée qui te regarde et là tu regrettes juste d'avoir posé la question et finalement t'acceptes que on rebascule un petit peu sur le mode vélo. Ouais. Bon, je crois que depuis elle a progressé parce que on la voit de plus en plus sur les courses, elle s'investit beaucoup. Ouais, elle investit. Marie, là aussi, elle est présente. Alors plus ou moins en fonction du travail aussi, hein, en fonction de l'investissement qu'on peut y mettre les uns et les autres, mais c'est vrai que cette anecdote sur les repas de famille, ça tourne souvent autour du vélo et voilà. Bon, des fois ça crispe un peu tout le monde, mais voilà, c'est comme ça quoi, c'est comme ça. Alors tu parlais de Didier aussi, je crois que lui, il n'en finit pas parce qu'il a aussi aujourd'hui d'évolution professionnelle dans des organisations cyclistes. Oui, alors lui, professionnellement, il travaille pour, une partie de son travail pour AG2R, puisqu'il fait des montages vidéo pour l'équipe World Tour AG2R, qui voilà, il développe ce nouveau secteur et ça marche plutôt bien. Ils ont des très bons retours par rapport à ça. Les coureurs sont contents. Donc de toute façon, on baigne tous dans le milieu quand même plus ou moins sportif. Moi-même, je suis inspecteur à Jeunesse et Sport, donc passionné de sport depuis tout jeune, donc le fait que j'évolue là-dedans, c'était tout naturel quoi. Après c'est le vélo, mais oui, on est tous passionnés de ça et c'est vrai que les discussions tournent autour souvent du vélo, du club, des courses. Voilà. On a parlé de toute la fratrie, mais malgré tout, la famille, elle est encore plus large que ça, quoi, parce que t'as les oncles, moi, pour en voir un certain nombre, je connais pas toute la famille, mais en règle générale, quand il y a un bénévole, il y a souvent un lien de famille. Donc... Ouais. Après, comme tu l'as dit, on a aussi maintenant nos enfants qui commencent à grandir, hein, que ce soit les miens ou ceux de Catherine. Ceux de Didier sont un peu plus jeunes, mais là aussi, ils donnent la main à la pâte. Et puis, nos oncles aussi sont présents. Robert, qui est là depuis le début. D'ailleurs, à ce propos, une anecdote. Robert s'était fait renverser sur le premier tour du Jura. Il traçait la ligne de départ et puis on n'avait pas les moyens de sécurité qu'on a aujourd'hui. Et en traversant la rue à Salins, en mettant les banderoles, il s'était fait monter sur le capot d'une voiture. Alors plus de peur que de mal, mais ça montre aussi que le danger sur le vélo, il n'est pas que quand on est sur le vélo, mais il est aussi quand on est bénévole. Et c'est les risques du métier. Et Robert fait partie de l'aventure depuis le début, quoi. Ouais. Alors écoute, je sais un peu de quoi on parle parce que moi aussi, j'ai fait toute ma carrière professionnelle en famille. Pour voir votre évolution, moi j'aimerais qu'on creuse un petit peu. C'est quoi les recettes à succès du travail dans la famille Morandin? Voilà, comment vous partagez les tâches, comment vous réglez les problèmes d'ego de chacun, parce que quelque part, moi, vu de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est un long fleuve tranquille. Tu parlais tout à l'heure de crispation, voilà. Mais franchement, toutes les organisations que vous avez, il y a une fluidité et ça, je trouve que c'est assez remarquable et je pense que il y a là un modèle à creuser. Dis-moi en plus. C'est comme dans les entreprises, hein, puisque voilà, comme tu l'as dit, on est proche du réseau Made in Jura, donc vos adhérents le savent bien quand une entreprise marche, c'est parce qu'on a mis les bonnes personnes au bon endroit. Et c'est vrai que maintenant qu'on a cette organisation actuelle, elle était peut-être pas celle qu'elle était au début. Donc on l'a fait évoluer très clairement. Enfin, pour résumer, il viendrait jamais à l'idée du comité d'organisation de me confier la logistique, très clairement. C'est-à-dire que le travail que fait Franck, on partirait le lundi, on arriverait le samedi, quoi. Et encore, on ne sait pas si on arriverait. En tout cas, on ne sait pas si on aurait une ligne d'arrivée. Voilà. Donc là-dessus, c'est mettre les bonnes personnes au bon endroit et puis faire avec les qualités des uns et des autres, et aussi accepter que chacun vienne avec ce qu'il a envie d'y mettre. Voilà. C'est-à-dire qu'on va pas aller demander à des gens de s'investir corps et âme sur un sujet s'ils le sentent pas. Donc là-dessus, chacun vient avec sa partie qu'il peut y mettre. Plus ou moins de temps en fonction de l'année aussi. On n'est pas dispo tous au même moment. Quand tu parlais
des uns et des autres. Alors, on parlera peut-être après des gens qui sont avec nous aussi au comité d'organisation, parce qu'il n'y a pas que les Mont-Rolin. Des fois, c'est ce qui nous est reproché aussi. Les Mont-Rolin, bah oui, mais comme dirait le président Pernaut, c'est un clan, c'est un peu une mafia, diraient certains. Non, c'est pas du tout ça. On est ouvert. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui fait la réussite, c'est qu'à un moment, on a su sortir aussi du cadre familial pour s'entourer des bonnes personnes qui sont venues avec leurs compétences et leur envie. Et je crois que c'est ça aussi la réussite. L'une des clés de la réussite, c'est de trouver les bonnes personnes et les bonnes personnes ressources. On prend quelqu'un comme par exemple Bernard et Maureen, que l'on a découvert parce qu'historiquement, pour l'anecdote, Bernard accueille des jeunes étudiants étrangers qui viennent dans les lycées français, et lui il les héberge. Donc dans le cadre, c'est une association qui fait ça, et lui il est un des membres de l'association, et un de ces jeunes voulait faire du vélo, un jeune Australien. Il est venu chez nous au club, il a fait du vélo. Bon, on n'est pas tombé sur une perle, mais cycliste, son temps, il était un super mec, mais qui était plus porté sur le Mach 20 que sur le vélo. Donc on a passé de très bons moments. Voilà, donc mais néanmoins, ça nous a permis de rencontrer Bernard, et Bernard s'est investi dans le club, et Bernard gère toute la partie on va dire du tracé. On parlait du tracé de l'épreuve, il le fait avec Didier et Alexandre Angonnet, qui sont on va dire nos trois têtes de pont sur le tracé des parcours, et il gère toute la sécurité en lien avec Didier, bien entendu. Alors ça, j'imagine que c'est un dossier assez incroyable. C'est un dossier lourd, et c'est la priorité numéro 1. Là aussi, sur le Tour du Jura, ce qui nous a toujours guidé, c'est la sécurité des cyclistes et de l'environnement aussi. Donc des fois on a fait des choix, plutôt mettre de l'argent sur la sécurité plutôt que sur les animations, parce que nous ce qu'on veut, c'est que quand les cyclistes ils jouent, notamment chez les professionnels, ils jouent leur vie, eux c'est leur métier, donc ils prennent tous les risques. Donc on essaye d'éviter de les mettre en danger quand c'est possible. Et c'est vrai que le gros travail de Bernard, que ce soit avec la préfecture, les forces de l'ordre, etc., il est vraiment primordial. Et là aussi on a trouvé ses compétences qui lui permettent de s'exprimer et de prendre du plaisir aussi à être dans l'association, parce que être bénévole dans une association où on y va à reculons et puis en traînant les pieds, je pense pas que ça soit épanouissant, parce que ça reste quand même une passion au départ, quoi. Alors, je crois qu'effectivement, pour ceux qui ont déjà vu le Tour du Jura, il y a un vrai respect des coureurs. Enfin, je crois que ça, c'est vraiment. Je suis pas sûr que ce soit toujours du même niveau dans d'autres courses, mais là, on sent qu'il y a une passion, et de cette passion naît vraiment un respect pour celui qui s'engage. Tu parles de mettre leur vie à risque, mais il y a pas rien que ça. Il y a l'enjeu sportif, et vous faites vraiment tout pour que les coureurs puissent s'exprimer, et ça, c'est vraiment intéressant. Ah, effectivement, moi, je reviens quand même d'un mot sur la famille. Effectivement, Claude au départ, Didier et toi aujourd'hui, vous êtes. Et Catherine. Alors ouais. Oui, mais j'en étais à dire. Vous les hommes, vous êtes souvent en pleine lumière. Les autres beaucoup moins. Et pourtant tout ça fonctionne. Encore une fois, on n'est pas dans les dîners du dimanche, mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de tiraillement, que tout le monde accepte ça. Moi, je vous vois évoluer, Didier et toi, entre la classique Grand Besançon et le Tour du Jura. Bon, vous m'avez fait le plaisir de m'embarquer dans vos véhicules, et je trouve votre manière de fonctionner. Et encore une fois, j'ai formé un tandem avec mon frère pendant de nombreuses années au travail. Je trouve que vous avez vraiment un mode de fonctionnement qui est assez spectaculaire, de voir que quand l'un est directeur de la course, l'autre est au service de son frère, et vice versa. Et ça, je trouve que c'est vraiment vous consultez, mais voilà, je ne vous ai jamais entendu vous tirer la bourre sur une course. C'est assez spectaculaire. Alors effectivement, on ne tire pas la bourse souvent, même si des fois on n'est pas d'accord. Enfin, c'est rare qu'on soit pas d'accord quand même sur les choix, que ce soit sportif ou des à côté. Néanmoins, ça peut arriver. Après, ce qui prime toujours quand même, c'est le consensus. C'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord, même au niveau que ce soit avec Franck, Catherine ou le reste du comité d'organisation, chacun déjà peut exprimer son point de vue. Ça, c'est important. Ça prend du temps, mais on le fait vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des tours de table. Quand on a des décisions un peu litigieuses à prendre, on consulte tout le monde. Ça prend beaucoup de temps, mais néanmoins, tout le monde peut s'exprimer. Après, on essaye de trancher soit sur la majorité quand c'est possible, soit on prend en compte certains points, notamment quand tu parlais de la sécurité. Ça, on ne déroge pas. C'est-à-dire que s'il faut choisir un passage sur un parcours où Didier me dit bah non, là on peut pas passer parce que on va mettre en danger la vie des coureurs, ou c'est plus compliqué à gérer, même si sportivement ça peut être intéressant ou touristiquement c'est intéressant, on va faire rentrer l'aspect sécurité d'abord en priorité. Ça, c'est un des exemples. Et après, c'est le fait vraiment aussi de se dire voilà, il faut se dire les choses. C'est-à-dire qu'on part pas avec du ressenti.
Après, c'est comme dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, c'est des valeurs aussi que nos parents nous ont transmises. Le fait de se dire les choses quand ça va pas, on se le dit. Alors, on essaye de rester respectueux des uns vis-à-vis des autres. On choisit les mots aussi, mais c'est un point important, quoi. Je pense que c'est ce dialogue au sein du comité d'organisation qui permet aussi d'avancer et puis d'être là où on en est aujourd'hui, quoi. Ouais, d'accord. Alors, on va revenir effectivement sur le club, parce qu'effectivement, 25 ans, et cette force que Claude a eu d'embarquer, parce qu'effectivement, tu parles du clan Morlin, mais honnêtement, aujourd'hui, sur un Tour du Jura, je ne sais pas combien de bénévoles, c'est 100, c'est 200, c'est 300. Alors, on est à plus de 200 bénévoles par jour. Et puisqu'on sollicite des associations, on a notre noyau d'une centaine de bénévoles au club. Et après, en fonction des routes où on passe, des villages, on sollicite les associations locales qui répondent présents, que ça soit sur Besançon ou sur le Jura, quoi. Ouais, alors ça, c'est pour les jours de course, mais néanmoins, le club, c'est aussi ce club formateur. Tu parlais de l'école de vélo. Ça veut dire que tous les mercredis, il y a des gens qui sont là pour les encadrer. Tu parlais de Michel tout à l'heure. C'est avant, pendant, après. On s'occupe des enfants. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette approche de club, c'est que vous avez vraiment une dimension de faire prendre du plaisir aux jeunes qui débarquent ici, même si on est sur une notion de club formateur. Je crois que votre force, c'est d'abord et avant tout de donner envie aux jeunes de venir pédaler. Et puis après, il se passe ce qui se passe. Certains se réalisent et effectivement, là, vous allez les accompagner au plus haut niveau. Là, vous avez été aussi, on parlait de ceux qui s'étaient révélés au niveau du Tour du Jura, mais on peut aussi parler. Et moi, j'aimerais que tu nous parles de ces pépites que vous avez fabriquées en quelque sorte. Vous les avez pas dénichées, vous les avez accompagnées depuis leur plus jeune âge et vous les avez conduits en World Tour, quoi. Donc c'est vrai. Après, ça peut paraître un peu démago de dire que nous on est là pour que les jeunes prennent du plaisir et que c'est ça qui nous guide. Mais effectivement, je pense pour le coup que c'est vrai. C'est-à-dire que quand on a mis en place le club petit à petit, alors au début on était 10 licenciés, que des coureurs seniors. On courait tous à un niveau départemental, régional, et petit à petit, là aussi Claude, il est visionnaire parce qu'il s'est dit il faut qu'on puisse accueillir les jeunes. Si on veut, on n'est pas dans un territoire, on s'est retrouvé tout de suite en compétition avec des plus grands clubs, des grandes villes, quoi, Dole, Étup, Besançon, pour les clubs cyclistes les plus connus, Pontarlier, Morteau, donc qui étaient des clubs établis depuis 50, 60 ans. Donc nous on arrive dans le milieu un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Ça aurait pu vivoter et puis faire rester un petit club, mais Claude a eu tout de suite la volonté de se dire non, on va mettre en place une école de vélo et on va permettre aux jeunes d'Arbois, du canton d'Arbois, du Revermont, de venir pratiquer le vélo et on va leur apprendre le vélo. Alors c'est sûr que ça prend plus de temps. Ça aurait été plus simple de sortir le chèque et de faire venir des coureurs. Donc mercenaires qui sont là. Oui, voilà. On sort le chèque, on fait venir du monde et puis on a des résultats. C'était pas la philosophie du club. C'était on va former des jeunes. Alors ça prend du temps, mais néanmoins ça a permis de former des générations. On a eu aussi la chance d'accueillir et très rapidement d'avoir des résultats avec Régis Franchequin qui a été champion de France junior, qui a un peu aussi placé, on va dire, le club d'Arbois, puisque avant c'était le club d'Arbois, avant les Jura cyclistes, le club d'Arbois sur la carte des clubs cyclistes. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, le club n'a cessé d'évoluer. On a eu la chance d'avoir une belle génération avec Théo Delacroix, Paul Lefort, Romain Angonnet. Ça nous a permis, on en reparlera aussi, de rencontrer la famille Angonnet, qui s'investit aussi maintenant dans le club. Et avec cette génération, Paul, Théo, Romain, on a pu là aussi avoir des très très bons coureurs qu'on a formés puisqu'ils sont arrivés chez nous tout jeunes. Ils connaissaient rien au vélo. Un garçon comme Théo. Et maintenant, quand on voit que Théo était en World Tour chez l'équipe belge Vanti, qu'il est maintenant à Saint-Michel, qu'il a fait des échappées sur les grandes courses internationales, le Grand Prix du Canada, Paris-Nice, etc. C'est aussi une fierté, quoi. Parce qu'on dit on a formé un petit gars de Villette, un petit gars d'Arbois qui était là dans son club. Maintenant, il court avec les plus grands coureurs cyclistes de la planète, et c'est grâce à notre formation. Donc là aussi, c'est une vraie fierté. Il a été champion de France chez les jeunes. On a aussi Gabin Clerc qui a été champion de France en cyclocross. Lui, c'est pareil, c'est un petit gars d'Arbois qu'on a formé. Et puis le dernier en date, c'est Théophile Vassal, c'est la nouvelle pépite. Voilà. C'est pareil, Théophile, il est arrivé chez nous, il était en Benjamin, quoi. Donc maintenant, il est repéré par AG2R, il va sûrement signer un contrat dans les prochaines années avec AG2R. Enfin, il est suivi de très près, champion de France cadet de cyclocross. Là aussi, c'est une vraie fierté, et c'est
tout ce que tu disais, les bénévoles qui s'investissent le mercredi après-midi, le samedi auprès d'eux. Oui, parce que c'est un boulot fou, quoi, en fait, un boulot de l'ombre, quoi. On parle de vélo depuis le début, mais on est quand même sur un équilibre assez précaire du club. Et quelque part, ces bénévoles, ils sont aussi corvéables à merci sur tout un tas d'actions que le club va faire pour aller chercher des finances, que ce soit sur la percée, du vin jaune, que ce soit la brocante d'Arbois, où là encore, Claude va vraiment mettre à contribution des équipes de très tôt le matin à très tard le soir. Et ça, je trouve que c'est encore une force, c'est de voir cette machine, la façon dont elle est huilée. Et là, encore une fois, on parlait du clan Morlin. Moi, quand je vois évoluer ces bénévoles, la même manière, il n'y a pas de coup de gueule, il n'y a pas de guerre d'ego, tout le monde est là avec la banane. Ouais, et ça, je trouve que Claude et toute l'équipe, vous êtes assez remarquables là-dessus, parce qu'il faut aller s'y coller. Une percée où il fait un froid de canard, où il faut servir des morbiflettes de 9h le matin à 19h. C'est le lot de beaucoup d'associations, hein. Tu le disais, hein, on a pas mal d'associations jurassiennes, parce qu'il y a aussi cette âme chevillée au corps je trouve qu'on trouve dans le Jura. Et je ferais l'analogie aussi avec le monde de l'entreprise. Tous ces gens là qui sont là, qui travaillent dans l'ombre, c'est la même chose dans les grandes entreprises jurassiennes. On a des entreprises connues, hein, dans le Haut-Jura, que ça soit Lépine, Jules Beau, etc. Enfin, toutes les grandes entreprises jurassiennes. Mais derrière, il y a des hommes qui travaillent dans l'ombre pour faire avancer ça. Et si on peut pousser l'analogie jusqu'au travail du bois ou du diamant, avec des garçons, on a la chance des fois de tomber sur des gars comme Théo Delacroix ou Théophile Vassal. Notre rôle, nous, c'est de polir le diamant, c'est de travailler ce bois pour en faire quelque chose, une œuvre unique, quoi. Donc, c'est notre rôle. On contribue modestement à la réussite, on va pas se mettre à leur place, la grosse partie du travail leur revient, et nous on est juste là pour les accompagner sur le chemin du haut niveau pour ceux qui le souhaitent. La plupart s'épanouissent dans le vélo au niveau régional ou même rencontrer des copains. Il y en a plein c'est des copains de vélo parce qu'ils sont restés dans le vélo, ils ont pas forcément réussi, mais ils ont appris dans le vélo un peu une école de la vie. Là aussi, ça fait peut-être un peu cliché, mais néanmoins, quand tu vas te tirer la bourre avec les copains un mercredi quand il fait 2 degrés, qu'il neige, qu'il pleut, que t'es dans la boue, c'est quand même des valeurs qui sont importantes aussi pour la suite de leur carrière. Alors effectivement, ça me permet une transition. Tu as démarré par le vélo. Toi aujourd'hui, Laurent, on va c'est de parler un peu de toi, parce qu'on a parlé beaucoup des autres. Tu nous as parlé d'un passé cycliste. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait comme formation? Comment tu es arrivé là où tu en es aujourd'hui? Et comment tu arrives à équilibrer tes nombreuses vies? Parce que tu as cet engagement professionnel, tu as cet engagement associatif, tu as parlé de tes enfants, de ta famille. T'es aussi un sportif accompli avec un handicap au golf que je ne connais même pas, mais je sais que tu es un bon golfeur. Donc comment tu arrives, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse, d'équilibrer tout ça. Alors déjà, dis-nous un petit peu d'où tu viens, et tu nous diras aujourd'hui comment tu t'organises. Écoute, donc moi je pense que des souvenirs que j'ai depuis que j'étais gamin, j'ai toujours été passionné par le sport. Franchement, tous les sports. D'ailleurs, mes parents, ils en étaient fous parce que je voulais tout le temps regarder le sport à la télé. Dès qu'il y avait les Jeux Olympiques, tout ça, j'étais tout le temps devant la télé, à l'époque, courir après. Enfin, l'idée, je me suis tout le temps identifié aux sportifs, et c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment passionné, quoi. Je voulais toucher à tous les sports. Enfin, si je m'étais écouté, j'aurais fait tous les sports. J'en ai fait quelques-uns. Et comme tout le monde, j'ai commencé par le football. Voilà, j'avais le poster de Michel Platini dans ma chambre. Enfin, voilà, c'était une de mes idoles d'ailleurs. Je rêve toujours de le rencontrer, donc j'en appelle à vos auditeurs si quelqu'un a le numéro de Michel Platini. Moi, c'est un de mes grands rêves de rencontrer Michel Platini. Peut-être un futur parrain du Tour du Jura. Ça serait avec un grand plaisir. Donc voilà, j'ai commencé par le foot. Je vous cache pas que j'ai jamais eu un gros niveau en foot. J'étais en section sportive à Arbois, mais je savais très bien que j'allais pas faire carrière. Je me suis essayé au volley aussi, sport d'équipe, que j'aimais bien parce que je trouvais que les valeurs du volley étaient aussi intéressantes dans cet aspect un peu plus technique, puis avec les mains c'était un peu différent, et puis c'était sport universitaire, donc ça m'a bien plu, mais là aussi il manquait quelque chose. Et c'est vrai que le fait que Claude nous emmène souvent sur les courses dans le secteur, on voyait quand même du vélo à la
télé, même si c'était beaucoup moins que maintenant. Je me dis, il y a un truc à faire. Et puis, ouais, durant un été, je me rappelle, j'ai fait quelques balades en vélo. Et puis je me suis dit, putain, mais ça, c'est un truc qu'il faut que je fasse, quoi. Le fait d'aller au grand air, d'être aussi un peu indépendant. Enfin, on prend son vélo, on va partout, quoi. On était un peu les âges où on commençait un peu à sortir et se dire, voilà, je prends mon vélo, je vais où je veux. Je rends compte à personne. J'ai des super paysages, enfin, autour d'Arbois. C'est un lieu fantastique, ouais. C'est un lieu fantastique. On montait au lac de Chalin avec les copains, on montait au lac de Malbuisson. Je me dis, non, mais c'est super de faire du vélo. Et puis, voilà, de fil en aiguille, voilà, je suis allé au club de Champagnole. J'ai fait la connaissance de Joël qui lui courait chez les élites, hein. C'était un très bon coureur que nous, gamins, on admirait sur le bord des routes. J'ai rencontré la famille Vanotti aussi, oui, qui nous ont mis sur le vélo, des fous de vélo aussi. Et puis petit à petit, voilà, je me suis lancé dans le vélo. Alors j'ai fait une petite carrière amateur, quelques problèmes de santé aussi qui m'ont pas permis, je pense, d'aller plus loin, même si voilà, après avec les rencontres, les uns les autres, les études, fait que on n'a pas eu, voilà, j'ai eu une bonne carrière amateur, mais tout de suite, dès que j'étais dans le vélo, je me suis aussi passionné pour le côté dirigeant. Très rapidement, je suis rentré comme élu au comité régional, au comité départemental. En marge de tes études ou c'est déjà après tes études? Non, en marge de mes études. Je crois que j'étais un des plus jeunes élus du comité régional. Je vais avoir 22 ou 23 ans dans un milieu qui est très, on va dire, conservateur. Oui. J'en dirais pas plus, mais c'est vrai que quand on arrive à 22, 23 ans, qu'on est élu, moi j'étais là pour découvrir parce que ça m'intéressait. Pour voir on va dire le côté, enfin l'arrière-boutique. Dans la première année voilà. Pour voir, quoi. Ouais, voilà, c'était ça. Donc je voulais voir. Et puis on rencontre des gens brillants. Alix Vincent, qui était le président du comité régional de l'époque, Gilles Dacosta, André Bouillet. C'est des gens, pareil, qui avaient une connaissance du cyclisme experte et qui aussi, m'ont convaincu de rentrer dans l'organisation, de montrer ce que c'était que, on va dire, que le back office du sport et comment s'organise le sport en France, quoi. Voilà. Donc j'ai aussi fait des études, j'ai fait des études de sciences, mais en même temps je passais mes diplômes d'éducateur sportif parce que je voulais être entraîneur de vélo. Donc ça je l'ai passé au cours du soir, hein. Donc je bossais à côté de mes études. Et puis j'ai obtenu mes brevets d'état premier, deuxième degré, qui m'a permis d'entraîner. Alors quand on voit avec Didier maintenant, parce que Didier a fait aussi un parcours un peu similaire, comment la place qu'ont pris les entraîneurs maintenant, alors que nous on en était aux prémices. Et que quand on voit maintenant que tous les coureurs ont un entraîneur personnel alors que nous, c'est limite nous qui démarchions pour leur demander s'ils voulaient pas un entraîneur, alors que c'était pas du tout dans le vélo, c'était pas du tout la mode, quoi. Donc c'est venu par la suite. Donc on se disait qu'on était peut-être un peu précurseurs aussi, on arrivait peut-être à peine tôt, bon c'est comme ça. Mais voilà. Et puis après, je suis rentré au comité régional comme emploi jeune, grâce à Philippe Chanteau, l'ancien CTS, qui est maintenant entraîneur national de Loana Lecomte, hein, qui nous prépare pour les Jeux. Donc Philippe aussi a été un de mes mentors dans la découverte du monde du cyclisme. Et puis j'ai passé le concours de prof de sport du ministère des Sports. Voilà. Et donc je me suis retrouvé fonctionnaire dans une direction départementale jeunesse et sport où là j'ai pu travailler sur divers dossiers autour de la réglementation du sport, des équipements. Et j'étais vraiment dans mon élément. Dans ton élément. Voilà. Ouais, d'accord. Et après par la suite j'ai travaillé au Krebs quand il y avait encore un Krebs en Franche-Comté, donc avec notamment Vincent Jacquet, hein, malheureusement qui est décédé il y a peu de temps et donc il était au Krebs et j'ai pu travailler au Krebs sur notamment le sport de haut niveau, la formation qui était un de mes dadas. Et puis par la suite, dans les différents niveaux de l'administration. Et puis j'ai continué à progresser pour être maintenant inspecteur à jeunesse et sport et puis en charge du pôle sport de la direction régionale entre Besançon et Dijon, quoi. Voilà. Donc ça c'est l'aspect, on va dire, professionnel. Alors professionnel, tu dis entre Besançon et Dijon, mais voilà, ce que je te posais comme question un tout petit peu plus tôt, c'est de dire c'est quoi tes routines, c'est quoi tes recettes d'organisation, parce que là encore, on voit que tu dois être quelqu'un d'organisé pour pouvoir arriver à équilibrer cet engagement pro, les heures que vous devez immanquablement passer sur la préparation du tour. Et tu disais, on prend du temps à échanger, à discuter, à s'écouter, et puis la vie de famille, tu vas parler de tes enfants, de ta femme et du sport et des voyages que tu fais. Donc, c'est quoi tes... J'ai la chance de pas être un gros dormeur, déjà. Donc, tu dors combien? Ouais, on va dire, 6 heures, 5-6 heures, voilà, ouais.
Teaser a été en pleine forme le lendemain. Voilà, c'est opérationnel. Après, on fait pas des métiers de force non plus, hein. Voilà, mais néanmoins, il faut être quand même opérationnel le lendemain. Après, voilà, c'est cette chance-là. Je pense que je délègue aussi pas mal, que ça soit dans mes fonctions professionnelles ou même dans le cadre du cyclisme. Je trouve que voilà, il faut aussi s'appuyer sur les compétences des uns et des autres, et puis avoir aussi. Tu fais confiance facilement? Oui, voilà. La première fois, a priori. Après, si par défaut. Voilà, par défaut, si ça se passe bien, normalement. Après, la confiance n'exclut pas le contrôle, hein. Mais néanmoins, je pars du principe que si la personne est là, c'est qu'elle a des compétences et que je lui fais confiance d'entrée de jeu. Et après, voilà, on réajuste le cas échéant. Je bois pas mal de café, pas mal de chocolat aussi. C'est un côté un peu gourmand, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai pas fait carrière dans le vélo. Et puis, j'essaie de me ménager des plages personnelles, comme tu l'as dit. Quand j'ai arrêté le vélo, je me suis mis au golf. Ça me permet aussi de m'évader un petit peu, de penser un peu à autre chose, hein. Quand on est sur un parcours, voilà, on est obligé de penser à la petite balle qu'on a devant soi. C'est un sport un petit peu différent du vélo. Qui toujours la même. Effectivement, le sportif et le mental, hein, c'est quand même un très bel équilibre. La plupart des bons sportifs sont en général des bons golfeurs, parce qu'effectivement, ça nécessite de pouvoir faire la part des choses. Je raconte souvent cette anecdote, les premiers parcours de golf que je faisais, alors que j'avais l'habitude de faire des 5-6 heures de vélo, où on tape dedans, hein, comme on dit. Alors, quand on vient du vélo, des sports un peu d'endurance, quand on dit on fait du golf, c'est les doigts dans le nez, quoi. Faut dire, les golfeurs, c'est pas un sport, etc. C'est des choses qu'on entend. Et quand j'ai fait mon premier parcours de golf en compétition, donc 18 trous, donc c'est à peu près 4-5 heures, hein, de pratique. Je suis rentré le soir, je dormais devant la télé, et ma femme était morte de rire. Elle m'a dit, mais comment tu fais pour aller faire des 5-6 heures de vélo et t'étais pas fatigué plus que ça, et là tu t'endors après un parcours de golf. On mesure pas le trou qui avait duré un peu plus longtemps que du premier. L'implication qu'on met aussi quand on est débutant dans ce sport, on est obligé de s'impliquer fortement, et c'est vrai que ça vide, ça nous vide littéralement, quoi. Donc voilà, c'est la petite anecdote. C'est le golf, c'est un vrai sport, peut-être pas autant physique que le vélo, mais il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. Puis c'est vrai que j'essaie de m'organiser, moi qui suis pas forcément quelqu'un de très organisé, je suis obligé quand même maintenant de m'y tenir, et puis de tenir un agenda, et d'avoir j'ai des plages où on dit ça c'est pour le bénévole, ça c'est pour le perso, ça c'est pour le sport, et j'essaye de m'y tenir, quoi. Voilà. Les enfants chez les Mont-Rollin, on les assied sur un vélo à partir de quel âge, et on leur offre la possibilité de faire autre chose, ou parce qu'il semble quand même que les tiens, ceux de Catherine, est-ce que ça s'est fait spontanément? On a eu deux écoles, hein. Catherine et ses enfants très tôt ont fait du vélo, et les trois en ont fait avec de bons résultats, et continuent à en faire, hein. Donc eux, ils ont tout de suite été dans le vélo, et c'était leur truc. De mon côté, ils ont touché un peu à tout. Ils ont commencé par le foot, hein, comme souvent. Ils ont joué les deux à un bon niveau régional. Ils étaient les deux gardiens de but. Et puis là aussi, un peu comme moi, arrivé à la fin du collège, ils avaient fait un peu le tour du truc, et puis voyant que autour d'eux, ça parlait vélo, ça mangeait vélo, ça dormait vélo, ils ont dit on va essayer ça, et puis ils se sont lancés dans le vélo avec les cousins. Donc là aussi, c'est sympa parce qu'ils font du vélo en famille. Ils se retrouvent maintenant, ils ont l'âge de courir quasiment tous ensemble, donc ils sont au départ des courses, et on a été très fiers cette année quand moi j'ai un de mes garçons, Stani, le plus grand, qui a gagné une course, et que il arrivait main dans la main avec son cousin Robin. Ils font les deux, c'était top, quoi. C'est vrai que pour le grand-père, alors il n'avait pas pu être présent ce jour-là, Claude, mais je crois qu'il y a la photo dans le salon chez lui. C'était une vraie fierté, parce que depuis le temps qu'il s'investit dans le vélo, de voir ses deux petits-fils lever les bras, c'était ensemble, un vrai beau moment, quoi. Ouais, en plus, c'est une belle échappée les deux, donc c'était vraiment sympa, quoi. Ah, écoute, c'est super. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu parles d'organisation et tu dis que ça n'était pas naturel. Comment tu progresses? C'est quoi, comment tu fais pour faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui? Déjà, moi, je trouve que que ça soit au niveau professionnel ou même dans le cadre bénévole, hein, on passe beaucoup de temps en réunion. Donc je m'astreins à limiter le temps de réunion, et quand on est en réunion, à 1 heure, 1h30. Moi, je suis pas un adepte de la réunionnite. Je pense qu'au bout d'1h30, on a fait à peu près le tour. Si ça dure plus longtemps, c'est qu'on avait mal calibré la réunion. Le chronomètre, là.
pour une réunion. Voilà. Les entretiens, quand c'est agréable comme ça, il y a aucun problème. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que si ça dépasse, allez, on va dire 2 heures de réunion, c'est qu'à un moment, déjà les gens autour de la table sont plus attentifs. Et je pense que ça sert à rien de prolonger au-delà, autant refaire un autre temps de travail. Donc là-dessus, j'essaye de vraiment m'y astreindre en tant que responsable de service, ou même quand on mène les réunions avec Didier sur le Tour du Jura ou la classique, on essaye vraiment de timer ça, ne serait-ce par respect pour les gens avec qui on est. Et puis je te dis, moi je pense qu'au bout de 2 heures, après on est plus efficace, quoi. On est plus efficace, quoi. Voilà. Donc ça c'est un des points sur lesquels j'ai progressé par rapport à avant, quoi. D'accord. Et dis-moi, dans toute cette carrière, dans toutes ces réunions que tu as pu mener, je parle là aussi bien professionnel qu'associatif. T'as des anecdotes, t'as des personnalités que t'as rencontrées qui t'ont marqué ou pour une raison ou pour une autre et qui aujourd'hui peuvent t'inspirer ou au contraire qui peuvent t'amener à te tirer un sourire de la manière dont ça s'est fait. J'imagine qu'effectivement dans toute la partie organisationnelle, t'as forcément rencontré des gens qui t'ont marqué. Ouais, il y a quelques rencontres qui marquent quand on est jeunes dirigeants bénévoles. Je me rappelle ma première visite au siège d'ASO. Justement, on était avec le président Bailly, avec Joël Simon, et on est allé. Donc moi qui suis fan de sport, on est allé dans les locaux de l'équipe. Donc tu vois, je sortais de mon petit village du Jura, t'arrives à Paris, on n'était pas encore souvent à Paris en ce temps-là, et t'arrives là-bas, donc déjà la grande ville, etc. Tu montes en voiture avec le président du conseil départemental. Moi j'avais tout juste une trentaine d'années, quoi. Donc voilà. Avec le chauffeur, avec Joël qui était là, le président Alix Vincent qui était avec nous, et donc on était reçus par Jean-Marie Leblanc. L'ancien patron du Tour. Patron du Tour. Et c'était au début où comme tu l'as dit dans ton propos du début, le Tour de France passait pas souvent dans le Jura. Donc Gérard Bailly voulait présenter le Jura à Jean-Marie Leblanc. Et il y avait l'adjoint de Leblanc qui était Christian Prudhomme. Et donc Christian était là et on sentait déjà, même s'il était l'adjoint, qui prenait déjà, enfin que c'était le Christian qu'on connaît maintenant, avec des idées, puisqu'on avait déplié la carte du Jura, je me rappelle, sur le grand bureau de Jean-Marie Leblanc. Et puis on était là en disant bah oui, il faut faire ça. Et Joël dit bah oui, mais là on a justement l'organisateur du Tour du Jura. Et puis Jean-Marie Leblanc, il était interloqué par ça, quoi. Il dit bah oui, mais c'est quoi cette course-là, parce qu'on était amateurs. Et il dit bah voilà, avec le Tour du Jura, on passe là, on va passer sur ces routes-là, mais suivez cette épreuve parce que elle a de l'avenir et puis on en entendra parler, quoi. Et c'est vrai que moi, quand on est organisateur, hein, j'étais le directeur du Tour du Jura amateur, t'arrives dans c'est le Graal, quoi. Voilà, c'est la Ligue des Champions, hein. Si on veut donner ça, t'es la plus grande course du monde, c'est le directeur qui te reçoit. Et c'est vrai que quand on repart de là, on repart gonflé, voilà. Et puis pour la petite anecdote, après la réunion, Jean-Marie Leblanc a dit bon bah allez, maintenant on a terminé, on va se chercher une petite bouteille de vin jaune, un bout de comté, et puis on a cassé la croûte vite fait sur un coin de table dans. Donc on est en train de comprendre, on est en train de comprendre pourquoi ASO vient de plus en plus régulièrement dans le Jura. C'est ça, c'est peut-être en fait une relation. Le vin jaune. Ouais. Non mais c'est vrai que voilà, cet aspect-là, tu te dis waouh, c'est la plus grande épreuve du monde. Tu sors de là, t'es gonflé à bloc, tu te dis c'est ça que je veux faire, quoi. Voilà. Après des anecdotes, oui, on rencontre du monde, ne serait-ce que mon hôte du jour, enfin des gars comme la famille Chauvin, enfin c'est pareil, c'est une vraie richesse, quoi. Donc alors c'est difficile d'en parler, c'était là, mais on va pas se mettre au niveau de. Voilà, donc mais c'est vrai que des gens comme toi, comme Franck, qu'on côtoie depuis des années, ça nous a permis aussi d'amener le Tour où il en est, parce que vous nous avez accompagnés aussi sur la façon de voir les choses, en disant non, peut-être qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça, notamment les relations avec les entreprises, hein. Nous on débutait là-dedans, on vient pas du milieu de l'entreprise, donc c'est difficile les premières fois qu'on a accueilli des partenaires privés, on sait pas forcément comment les accueillir, quoi. Donc il y a tout ce travail là qui est aussi important. Et puis parmi les élus, quand on parlait du président Pernaut, lui aussi, hein, voilà, on a
tout le monde le connaît, hein, le président Pernod. Donc il y a des fois c'est pas simple, mais là aussi il y a beaucoup de respect, beaucoup de passion de part et d'autre, et on a quand même un objectif commun, c'est de faire parler du Jura, faire parler du vélo. On a cette passion en commun, ce qui fait qu'on a toujours réussi à trouver des solutions, même quand des fois ça clashait un petit peu, quoi. Mais ça a toujours été fait dans le respect et puis dans l'amour de ce qu'on sait faire, quoi. Et puis tu parlais de Joël Simon aussi. Voilà, Joël, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté à la fois moi personnellement, mais aussi dans la construction du Tour du Jura où il en est maintenant, quoi. Alors tu me permets, voilà, tu m'ouvres la voie, c'est de dire, vous êtes des adhérents de Made in Jura, on va dire canal historique. Vous êtes là depuis le début. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans Made in Jura et plus particulièrement dans l'association depuis qu'elle existe en 2016? Alors nous, ce qu'on est venu chercher, alors tu l'as dit, on a été d'ailleurs honoré lors de la dernière assemblée et on vous en remercie puisqu'on faisait partie quasiment des plus fidèles du réseau Made in Jura. Nous, ce qui nous intéresse et ce qui nous plaît dans Made in Jura, c'est la démarche. Déjà, Made in Jura, ça nous plaît, le dire, on va mettre en avant le savoir-faire jurassien. Alors ça, déjà, c'est, voilà, on a quand même, nous, cette âme jurassienne un peu chevillée au corps. Alors c'est vrai que c'est difficile à exprimer parce que quand on parle du Jura, on voit tout de suite, voilà, le truc un peu, le diamant, le bois, enfin les choses un peu du terroir, emblématique, quoi, le vin, la gastronomie. Voilà, le vin, la gastronomie. Alors bien entendu, il y a pas que ça. Et je me rappelle les premiers salons qu'on a fait, il y avait une aile un peu dédiée aux manifestations, quoi. Et c'est vrai que ça pouvait poser question. Et je me rappelle qu'il y a des adhérents ou même des responsables qui disaient, bah oui, mais c'est quoi le savoir-faire jurassien dans une manifestation comme la Transju ou comme... Et ces discours-là, maintenant, ils résonnent différemment à mes oreilles parce que quand on échange, dernièrement on échangeait avec le directeur de la Ligue professionnelle de cyclistes qui me disait vos épreuves, elles commencent à avoir de l'écho dans l'Ouest. Parce qu'on sait très bien que le vélo professionnel, il a un grand quart nord-ouest, et que c'est en Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Nord-Pas-de-Calais, le vélo il est là-bas. Et il nous disait justement on commence à regarder d'un œil un peu différent ce qui se passe à l'est. Voilà. Et ça ça a fait écho un petit peu à ce qu'on nous disait avant parce que effectivement, il y a un vrai savoir-faire des organisateurs locaux, on va dire, que ça soit la Transju, que ça soit nous, que ça soit, tu parlais du jumping. Je pense qu'il y a un savoir-faire jurassien là aussi sur l'accueil, sur la façon dont on va mettre tout ça en musique. C'est un petit peu notre ADN aussi, quoi. Voilà. Et je pense que on a tous, c'est différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. On n'a peut-être pas les mêmes moyens qu'on peut avoir en Bretagne ou, enfin voilà, sur des régions peut-être un peu plus riches entre guillemets. Mais nous, on va apporter autre chose, quoi. Voilà. On va faire avec d'autres moyens. Justement, bon, voilà, tu nous expliques de ce que vous y êtes venu chercher. Qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui y trouver et que vous n'y avez pas encore trouvé? Enfin, nous, voilà, on est à l'écoute de toutes les suggestions et encore une fois, vous êtes des gens qui avaient fait preuve de beaucoup d'innovation, de courage et donc, encore une fois, s'il y a des choses que vous aimeriez nous voir développer, je pense que vous avez réussi. C'est une belle chose, c'est de mailler votre épreuve à un certain nombre d'entreprises et de collectivités. Et ça, je pense que c'est une vraie force que vous avez faite. Mais voilà, on est preneur de toutes vos suggestions. Alors nous, on s'est déjà interrogé sur comment on peut travailler plus avec l'association, avec le réseau Made in Jura, et où on pêche un petit peu. Et je pense que c'est aussi de notre fait, c'est de faire savoir. Et c'est un petit peu le problème de toutes les entreprises, c'est de faire savoir ce qu'on fait. Alors ne serait-ce que déjà à l'ensemble des adhérents. Donc on l'a fait un peu lors de l'assemblée de l'AG, mais c'est aussi plus partager autour de ce que de notre savoir-faire, que ce soit nous, mais également d'autres entreprises. Alors ça peut passer peut-être par des temps ce que vous avez mis en place et auquel on a participé là, qu'on a trouvé très intéressant sur la marque employeur. Voilà, la marque employeur. Où là, même si nous on n'est pas employeur, on participe à cet enrichissement et ça nous a vraiment été très intéressant de notre côté. C'est peut-être ces temps-là qui nous permettront de connaître davantage les gens avec qui on est au sein de l'association. Et plus on aura ces temps d'échange et de partage, mieux ce sera pour à la fois les sociétés, mais aussi pour nous, quoi. Voilà.
Voilà, alors on approche de l'heure fatidique, de l'heure et demie où tu vas claquer la porte. Mais avant de te lâcher, j'ai quelques petites questions, qui sans être récurrentes, si tu veux, sont un petit peu la manière de conclure ce podcast. Si j'avais une baguette magique et que je puisse t'organiser un déjeuner, une soirée, un week-end avec le Jurassien ou la Jurassienne qui t'inspire le plus et avec lequel tu aimerais refaire le monde, c'est qui serait l'heureux élu ou l'heureuse élue? Vivant ou mort? Alors vivant ou mort, voilà. Bon, après, on a une baguette magique, on a des limites, mais malgré tout, quel est celui qui t'inspire le plus? Ou voilà, encore une fois, avec lequel tu aimerais, pour différentes raisons. C'est difficile là. Tu me prends un peu au dépourvu. Les Jurassiens, il y en a pas mal qui sont inspirants. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer dernièrement Jean-Charles Arnaud. Là aussi, c'est un personnage, mais une personnalité et qui est aussi chevillé au corps de son territoire, de ses produits du Jura. Il est quand même assez intéressant à entendre. C'est difficile. Chez les sportifs, je dirais Quentin Fillon-Maillet. Alors c'est marrant parce que tu me dis Quentin, je vais être obligé de te forcer à trouver quelqu'un d'autre parce que j'avais fait le pari que tu me dirais Quentin. Donc effectivement, Quentin, vous avez eu la chance de le recevoir en tant que parrain de l'équipe bien avant qu'il ne devienne le Quentin qu'on connaît aujourd'hui. Tu parlais de Villeneuve-sous-Pimont. Moi, je me souviens avoir discuté avec lui au départ. Il était seul dans son coin. Il était encore assez peu connu du grand public. Je pense que voilà, c'est un personnage. Moi, j'aime bien. Alors, je vais rester dans le fief d'Arbois. Édouard Hersinger aussi. J'aime bien parce que on s'est croisés 2-3 fois, mais on n'a jamais eu vraiment l'occasion de déjeuner ensemble. Alors, il y a deux aspects, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis assez gourmand, donc c'est sûr que tu as parlé de chocolat, je crois que c'est un de tes points faibles. C'est ce qui me permet de tenir aussi, voilà, c'est très bonne chose avec modération. Là aussi, c'est quelque chose qui m'intéresserait, c'est surtout sa façon d'exporter le Jura, sur lequel ça m'intéresserait d'échanger avec lui, parce que là aussi, quand on a des boutiques à travers le monde, quand on exporte cette marque Jura, c'est qu'on est à la fois proche de son terroir, mais qu'on a aussi envie de partager à l'extérieur. Donc, je pense que ça m'intéresserait de discuter avec lui. Et puis, si on est sur les Jurassiens morts, Henri Maire, parce que alors c'est une personnalité jurassienne, tout le monde connaît, le etc. Jurassien le plus connu, mais voilà, on a eu la chance de le voir. On avait organisé un critérium à Arbois au tout début du club. Et là aussi, sur les anecdotes, il nous avait dit oui, vous organisez. Mon père est allé le voir en lui disant écoutez, on va passer devant chez vous. On sera peut-être obligé de fermer les 2 caveaux au centre-ville d'Arbois. Mon père, il le connaissait pas, il est employé de la SNCF. On va voir Henri Maire. Bon, il était comme ça, Claude. Il n'emmenait pas large. Et Henri Maire le reçoit déjà. On va boire un coup déjà, c'est ça. Et puis il lui explique un peu le truc, quoi. Et en fait, ça a fait ni une ni deux dans sa tête. Il a tout de suite vu l'intérêt d'une course cycliste autour de chez lui. Ce qui s'est passé, il a dit pas de problème, vous faites comme ça, vous organisez, on ferme la ville, on fait le tour, pas de problème. Par contre, la réception, vous la faites chez moi. Et vous venez chez moi, je paye la réception, il n'y a pas de souci. Alors nous, on était là, tout jeune organisateur, on n'avait pas de moyens, donc on se dit voilà, le vin d'honneur il est payé, c'est toujours ça de prix, on n'a pas à payer. Et par contre derrière, en fait, les gens ils ont acheté des cartons et des cartons, et en fait il avait payé sa soirée. Mais c'est dit d'Henri Maire, quoi. Mais moi je trouve que justement, je pense que le Tour du Jura, s'il était encore vivant, il pourrait nous aider à le développer sur sa façon de voir les choses et ce côté commercial que lui peut avoir. Et il avait tout de suite trouvé l'intérêt de se dire une course cycliste c'est intéressant parce que telle chose et telle chose et telle chose. Et je pense que ça serait intéressant d'échanger avec lui là-dessus. Je pense que voilà, pour avoir eu la chance de travailler avec lui à la chambre de commerce quand j'étais un tout jeune élu, alors qu'il en était le doyen d'âge, mais il avait une jeunesse d'esprit, c'était une véritable locomotive. Henri Maire, c'était quelqu'un en face de n'importe qui, du président de la République à un préfet, à un ministre, quand il avait un dossier, je peux vous assurer que en face, ça n'en menait pas large parce que il avait cette autorité et cette force de conviction où il ne lâchait rien, quoi. C'était vraiment un type exceptionnel. Non, moi, je l'ai vu sur le Tour de France qui est arrivé à Arquesnan ou à Dole, partir de Dole, quand j'étais gamin, quoi. Où le protocole du Tour de France est toujours assez strict. Et le voir arriver à passer derrière et puis à monter du vin jaune pour le porteur du maillot jaune, alors que c'était pas du tout prévu au protocole, mais il avait réussi à faire sa promotion et à travers ça faire la promotion du Jura, quoi. Un opportuniste, effectivement, mais doté d'une intelligence et franchement, une capacité de compréhension
compréhension de l'espace dans lequel il évolue assez intéressant. Ouais, quelqu'un qui a été vraiment une personnalité forte. Moi, j'ai une anecdote d'Henri Maire, mais je travaillais à l'époque chez Charton, chez Michel Dieudonné, qui a longtemps été le président de la Chambre de commerce, qui a été aussi quelqu'un qui m'a donné une chance professionnelle. Et donc, Michel Dieudonné était le président de la Chambre de commerce, Henri Maire était au bureau de la Chambre de commerce, et donc il s'appelait de temps en temps le soir pour échanger sur des sujets. Et puis la jeune fille de Michel Dieudonné, un jour, elle entend son père appeler Henri Maire, et donc ça dure parce que les deux sont très bavards. Pour ceux qui les ont connus, sauraient de quoi je parle. Et effectivement, Michel Dieudonné pose le téléphone, vient continuer le dîner avec ses enfants, et sa fille lui dit: mais papa, tu connais Henri Maire? Interpellé, bah oui, je connais Henri Maire. Pourquoi? Mais tu sais que c'est l'homme le plus vieux du monde. Et là, il a un peu interpellé en disant: mais pourquoi? Ma fille dit: Henri Maire, le plus vieux du monde. Pourquoi? Parce que en face de chez moi, là, dans ma chambre, il y a un panneau en face, c'est marqué Henri Maire 1632. Eh ben, il n'est pas mort encore. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui a écrit une histoire assez folle. Et puis la force de la publicité, des slogans, le vin fou, enfin partout en France. Quand on va encore nous avec le vélo, on voyage beaucoup dans les petits villages en France. Quand on va dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Ardennes, tout ça, on a encore des murs ou des murs de maison avec marqué Henri Maire, vin fou. C'est ça, ouais. Et quand on va là-bas, les gens nous disent: ah oui, Henri Maire, le vin fou, les Jurassiens, l'équipe du Jura, voilà, c'est ça. Exactement. Dans l'esprit des gens, ça a marqué quand même les gens, quoi. Alors, tu nous as longtemps, enfin souvent dans ce podcast, rappelé l'intérêt que tu portais sur le Jura. Tu serais capable de nous livrer ton coin de Jura secret? Un site, une balade, une sortie de vélo, un resto, un endroit qui toi, te permet de te ressourcer? Ouais. Et alors moi maintenant j'habite plus dans le Jura, voilà, parce que professionnellement. Pour tout ça croit. Eh oui, voilà. Écoute, on peut pas être parfait tout le temps, hein. Donc moi j'ai mes parents qui habitent encore du côté de Méné, et c'est vrai que j'adore revenir ici, quoi, dans ce coin-là. Des balades dans les vignes, ça c'est là. J'ai la chance d'être pêcheur. Tu toujours au caveau d'Henri Maire, non? Non, maintenant ça tourne un petit peu. On a deux trois adresses dans Arbois, mais c'est vrai que je suis bien attaché quand même à ce coin-là du Jura, ce coin d'Arbois, Méné, Montigny, enfin les villages vignerons autour d'ici. Je me suis remis à la pêche avec un de mes garçons il y a quelques années, donc voilà, venir pêcher dans la Cuisance, c'est un de mes petits plaisirs quand je trouve du temps. Voilà, ça fait partie des choses. Voilà, pêcher dans la Cuisance entre les planches, l'arculé des planches, Arbois, c'est ça mon petit kiff, ça. Voilà. Faut pas venir m'embêter quand je suis là. Voilà, là-dessus, faut pas même me parler de vélo ou quoi que ce soit. C'est au bord de la Cuisance. Ouais, mais il faut se garder justement pour revenir avec beaucoup d'envie. On est obligé de temps en temps de décrocher aussi. Ouais. Sinon après, ça on tourne en boucle, quoi. Et donc, tu pourrais nous recommander une personne à inviter sur ce podcast, un entrepreneur, un sportif, un artiste, un bénévole, quelqu'un qui, pour toi, incarne le Jura, incarne des valeurs. T'as parlé de Jean-Charles Arnaud, bien sûr, mais bon, voilà. Tu sais, dans Made in Jura, dans l'association, je le disais tout à l'heure, à quelque niveau que ce soit, on a 350 adhérents, on a beaucoup de solopreneurs, on a effectivement des très belles entreprises. On a parlé de Diagère, on a parlé de Smoby. Effectivement, on parle souvent de ces gens-là, mais il y a dans ce réseau des gens qui ont une richesse, et voilà, et des gens que toi tu as rencontrés. Oui, c'est vrai qu'on en a pas mal, hein, des gens avec que l'on côtoie. Moi, je resterai toujours un peu dans les métiers de bouche. Il y a Romuald Fassenet aussi, qui a un établissement du côté de Dole, le Mont-Joli. Voilà, Romuald, on a fait quelques années au collège ensemble. On s'est perdu de vue, mais c'est vrai que moi j'aime bien sa façon de faire, sa façon qu'il a de travailler des produits, etc. C'est toujours un peu sympa de voir comment il travaille aussi. Et puis là aussi, il se cantonne pas à rester dans son restaurant. Il a pris des initiatives, il fait des choses avec de la formation, il entraîne du monde avec lui. Voilà, donc là aussi, je trouve que voilà, c'est pas quelqu'un qui se laisse vivre et qui pourrait se contenter de faire tourner sa boutique. Et puis ce qui est déjà très bien, je veux dire, quand on connaît les difficultés qu'ont les restaurateurs. Maintenant, c'est sa façon de
de faire les choses m'intéresse aussi, quoi. Moi, je trouve que c'est assez intéressant, quoi. Écoute, c'est inspirant aussi, quoi. Donc, je sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas, mais. Écoute, non, pour l'instant pas. Et si je trouve que un chemin court à Romuald, moi, je serais vraiment très intéressé d'échanger avec lui. J'aime beaucoup la gastronomie et c'est effectivement des métiers. Tu vois que ça tourne autour de. Entre Édouard. Bon, alors Édouard, moi, tu peux aussi t'inscrire à la Transju ou à un marathon de New York. Hein, tu auras peut-être une chance mais bon, entraîne-toi parce que il a un niveau voilà. Alors, réussir à trouver un peu de temps. Voilà, exactement. Alors, à conclure, mais il y aurait une question qu'on t'a pas posée et que tu aurais aimé que je te pose, parler de quelque chose que tu aurais aimé nous partager et qu'on n'a pas abordé. C'est difficile parce qu'on est pris tout le temps dans le quotidien. Il y a beaucoup de vélo, hein, mais bon, il y a peut-être. Tu parlais de la pêche à l'instant, il y a peut-être des jardins secrets que tu aurais voulu qu'on creuse. Ouais, non, c'est. Si, il y a un point qu'on n'a pas évoqué. Alors, je sais que toi, t'es pas forcément un grand fan de football, mais ma passion pour le FC Sochaux. Ah oui. Ouais, c'est un truc. Même extension au Jura, on va parler de la Franche-Comté. Ouais, la Franche-Comté, parce que je me sens aussi plus franc-comtois. Toi, j'ai débuté ma carrière pro en Haute-Saône. J'habite Besançon. Mes garçons sont nés dans le Doubs. À mon grand dame, mais au grand, leur mère leur dit bien qu'ils sont du Doubs et pas du Jura, même si eux disent le contraire. Mais voilà. Et c'est vrai que ma passion pour le FC Sochaux, c'est un point qu'on aurait pu aborder. Voilà, je suis actionnaire aussi. Quand cet été il y a eu des difficultés, j'étais sociétaire du club. Et puis c'est vrai que j'y vais régulièrement dès que, quand l'emploi du temps me le permet. Et, voilà, moi si j'avais eu un rêve dans ma vie, ça aurait été de jouer au foot et de jouer au foot au FC Sochaux, quoi. Parce que voilà, c'est passion. Là aussi, c'est un héritage familial, hein. Claude nous a emmenés au stade quand on était gamin. Moi, je me rappelle avoir vu des matchs sous la neige où il y avait 2-3 000 spectateurs. Mais du coup, on perpétue la tradition familiale et puis c'est toujours un plaisir d'aller au stade les encourager, quoi. Voilà. Bon, écoute, super. Comment on fait pour te contacter si on est intéressé par le Tour du Jura, si l'un de nos auditeurs veut devenir un sponsor, un bénévole, un prestataire? Comment on prend tout le monde, nous, hein. C'est sûr que là, on n'est pas sectaire, donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. On a un site internet, tourdujura.com. On est sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook, un compte Instagram. Donc c'est facile de nous contacter. Vous mettez un message sur Facebook, sur Instagram, Twitter également. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On cherche tout le temps des bénévoles, des partenaires, des sponsors. Voilà, tout le monde est le bienvenu. On a, comme je l'ai dit, on a beaucoup de monde qui travaille avec nous. Enfin, on en a parlé très rapidement, mais on a découvert la famille Riffieux il y a peu de temps avec Corinne qui est notre trésorière au club qui fait un boulot de dingue, Amandine qui est aussi à nos côtés au sein du comité d'organisation. Ils sont aussi présents. Donc ce sont des gens avec lesquels on s'entoure. On a aussi la famille Janet qui est présente, Steph qui est qu'on a tradition, on le dit, c'est de la famille, c'est le quatrième de la famille. Lui, on l'a adopté. Steph, donc lui, il est arrivé comme coureur au club et puis maintenant il est resté comme bénévole. On a réussi à mettre le grappin dessus et puis c'est des super moments. Enfin, on partage de très très bons moments avec eux. Et puis des souvenirs d'assemblée générale de Jura-Cyclisme. Je pense que je n'ai jamais vécu et je ne revivrai peut-être jamais des assemblées générales aussi sympathique et aussi assidu, dans la mesure où les gens venaient là comme un spectacle. Ça, c'est quand même la force que vous aviez, cette équipe, de mêler à la fois le côté très sérieux et le côté humoristique, où une fois dans l'année, on se lâchait. On t'a pas montré tous les rushs. Non, j'imagine pas, mais là, avec Stéphane et Didier, parce que là, il y a des choses que les oreilles chasses ne pourraient pas entendre. Exactement. Voilà, c'est aussi ça la force du club, que Claude a fait. C'est un peu en conclusion de ça, c'est de se dire que on est parti d'une idée simple qui était de monter une association et puis maintenant on a noué des liens forts, comme je te dis, avec Stéphane qui est arrivé au départ, c'était un coureur du club et puis maintenant il est le parrain des enfants de Didier. Enfin on est vraiment très très proches. Son garçon faisait du vélo au club et puis il fait partie aussi de la famille au sens large du terme. Et avec c'est la grande famille de Jura Cyclisme. Ça fait partie des gens que
avec qui on a lié des liens très forts, quoi. Ouais. Écoute, Laurent, je voudrais vraiment te remercier. On a passé un super moment ensemble. Je pense qu'on a balayé pas mal de sujets. Et c'est franchement, très dense, c'est très super exercice. En tout je cas, te remercie de t'être livré à l'exercice et d'avoir parlé vraiment à cœur ouvert et de nous avoir livré tout un tas de choses. J'espère qu'on aura gardé quelques auditeurs jusqu'à la fin, hein, mais en tout cas, on a pas si ça intéressait les gens, mais écoute, en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Exactement, c'est réciproque. Un super moment. Et puis, écoute, à se revoir et à tous les auditeurs, à tout bientôt. Merci. On donne rendez-vous aux gens quand même. Ça sera alors pour le Tour du Jura. Ça sera la date. Le samedi 13 avril et la classique Grand Besançon le vendredi 12 avril. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous. Donc à la Malade le vendredi et au Mont-Poupet. Voilà, l'arrivée au Mont-Poupet. Départ de Don-Blanc On ne vous annonce pas la neige, hein, mais les Morlins sont capables de tout prévoir. La neige, la pluie, le vent, le soleil, la canicule. Tout est possible. Tout est possible. Voilà. Ok. Merci encore. À tout bientôt. Merci. Merci d'avoir rencontré avec nous les personnalités qui incarnent les savoir-faire jurassiens. Si vous aimez notre carte postale sonore, merci de la partager autour de vous, d'en parler à vos amis, votre famille et vos collègues. Et de la noter 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Rendez-vous sur le site de l'association Made in Jura, madeinjura.pro ou sur jurawelcome.fr pour retrouver tous les épisodes du podcast. Et inscrivez-vous à notre newsletter pour être tenu au courant de ce qui bouge dans le Jura. À bientôt sur Jura Welcome.